Salut à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau numéro de GM MVX, comme chaque mardi, chaque vendredi en français, mais également le mercredi en anglais. Nous sommes en direct pour commenter l'actualité Web3 et interviewer les personnalités de l'écosystème. Vous pouvez évidemment ensuite retrouver le replay sur toutes les plateformes de podcast, sur notre chaîne YouTube GMMVX, mais également sur la plateforme Web3 Cyborg. Aujourd'hui, je suis avec Kevin, développeur chez Dinovox et fondateur de Middle Staking. Salut mon Kevin, comment vas-tu? Salut Jérém, ça va bien et toi? Ça va parfaitement. Très Ouais, heureux d'avoir pu passer la soirée avec toi, mais pas seulement, puisque nous étions également avec Philippe, qui est avec nous ce matin, fondateur de CryptoBay et développeur sur Multiversix. Salut mon Philippe, comment vas-tu? Oh, bah ça va, écoute, hein, pas assez dormi, mais toujours là motivé. C'était bien cool hier de voir tout le monde, du groupe, Vous team avez des fini développeurs tard? d'actifs. Moi, je suis arrivé chez moi vers 2h30, je crois, Ah ouais, ouais, c'est sympa, ça, vers sympa. 2h30. de mémoire, ouais. Et après, ouais, voilà, j'ai mis le réveil pour GMMBX et pour aller acheter des croissants. Et là, voilà, on grignote, on papote et on va faire un petit café tous ensemble. Oh, il est Excellent. chaud. Eh ben, très, très, très content de vous avoir ce matin. On a également Foudre qui est avec nous, rédacteur tech au Journal du Coin et analyste on-chain sur Multiversix. Salut Foudre, comment tu vas? JM tout le monde, comment ça va? Eh ben, écoute, ça va. Le son n'est pas génial, hein. T'es à l'extérieur? Ouais, je suis à l'extérieur, donc je vais vite me trouver un petit endroit tranquillou Ok. et je vous recontacte. Ok, ok, ok. Et puis on est également avec Arnaud. Donc toute l'équipe est réunie ce matin. Je suis très content. Arnaud, ambassadeur Atom Protocol et entrepreneur. Salut mon Arnaud, comment tu vas? Salut mon Jérém, salut toute l'équipe. Eh ben écoutez, je suis au top parce que je suis trop content de vous retrouver tous ce soir. Ça va être charmé. Alors, on va expliquer un peu J'ai le trop hâte. contexte pour tout le monde, si vous voulez. Alors, aujourd'hui, c'est le premier jour de la Paris Blockchain Week. Donc, tout l'écosystème Web3 international est à Paris pour l'occasion. GMMVX est partenaire média officiel de l'événement. Donc, toute l'équipe, en tout cas une partie, sera à l'événement dès cet après-midi, donc après le space de ce matin, pour venir couvrir l'événement et voilà, vous faire partager un petit peu ça, rencontrer, networker, booker les prochains invités de GMMVX pour les prochaines semaines et les prochains mois. Je vous cache pas qu'on a déjà commencé hier avec deux événements très très intéressants. Le premier, l'événement lié à Pirates Lab. Donc on avait reçu Bilal la semaine dernière qui nous en avait parlé. Donc l'événement était très sympathique. Beaucoup de beau monde, beaucoup de belles rencontres. Et puis également la soirée GG Community. Nous avions reçu également Mint qui était venu nous en parler. Et là aussi, effectivement, beaucoup de beau monde et beaucoup de bons moments. Pour nous, c'est l'occasion évidemment de nous voir. Alors, avec Arnaud, avec Kevin, on se voit assez régulièrement. Philippe et Foudre et Joachim, c'est évidemment beaucoup plus rare puisqu'ils habitent soit en province, soit à l'étranger. Donc là, effectivement, c'est le moment pour nous tous de se rencontrer. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est tous très contents, soit de s'être vus, soit de se voir, notamment pour ce qui est de Arnaud et de Foudre que je retrouverai cet après-midi et ce soir. Voilà pour le petit contexte, comme ça, vous savez tout. Alors, avant de vous donner le programme qui va être, alors, on va faire un space assez light ce matin parce que justement, nous souhaitons aller à la Paris Blockchain Week pas trop tard. En revanche, je vous préviens, demain, ce sera un space très lourd, très conséquent, avec beaucoup de contenus différents. Mais aujourd'hui, ça va être un peu light. Avant de vous donner le programme, je voudrais remercier notre partenaire, donc l'école de formation blockchain Alira, qui, vous le savez, vous offre 100 euros de remise sur l'ensemble de ces formations en utilisant le code GRM 100. N'hésitez pas à venir me voir en DM si vous avez des questions sur les formations, les méthodes de financement. Je vous redirigerai vers un membre de l'équipe qui pourra vous accompagner. On sous-estime souvent l'intérêt d'avoir ce type de formation sur son CV quand on veut évoluer dans le Web3 et on surestime souvent eh bien, le financement hein, qui parfois en fait on ne sait pas mais on a de l'argent sur un compte formation ou un CPF, etc. Donc c'est bien au moins d'avoir des informations là-dessus. Concernant le programme de ce matin,
Il y aura 2 sujets. Le premier, on va parler un peu, de Bobber, hein, qui ne finit pas d'en parler sur Multiversix avec, une révélation qu'on a eue, je crois ce week-end ou hier, je ne sais plus. Comme quoi, voilà, une révélation sur le lancement du token Bobber. On parlera aussi peut-être un petit peu de la PBW. Enfin, on verra, voilà, ça va être assez chill, avant, l'invité, de ce matin. Et donc en parlant de ça, l'invité de ce matin, c'est, Marc Kep il faudrait pas que j'écorche son nom, mais Kepenenian, alors j'espère que je le prononce bien, on verra ça tout à l'heure, qui est le fondateur de Cryptown, une solution de tokenisation d'actifs en euros, qui aspire à devenir une banque européenne pour permettre aux PME de se financer grâce à la tokenisation. Ça va être extrêmement intéressant puisque voilà, il est également membre de la DAN, et il est très, très, très investi dans l'écosystème. Voilà pour le programme de ce matin. Alors, on est 19 en ligne. On va voir un petit peu le compte à repost. Et là, on est à 8. Bon, on est à peu près à la moitié, donc c'est pas mal. N'hésitez pas à donner un peu de force, hein. Histoire qu'on monte un peu en audience, et puis on va commencer très bientôt. Alors, je lance le sujet. Je ne sais pas si vous avez suivi, les gars. Je vais vous mettre le post en commentaire. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que hier, j'ai fait un post dès le matin, assez tôt, pour justement revenir un peu sur cette histoire. Et ensuite, le compte officiel de Bobber a expliqué un peu les dessous de cette histoire. Alors, en quoi ça consiste, l'histoire? Je vous le mets en commentaire, et comme ça, vous allez voir un peu l'explication de Bobber. En gros, ce qui s'est passé, et c'est l'explication de Bobber, c'est qu'avant de lancer le token, donc le meme coin un peu devenu incontournable aujourd'hui sur le Multiversix, avant de le lancer, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont été parler aux différents KOL, aux différents influx et aussi aux différents porteurs de projets. Voilà, pour les prévenir effectivement que, eh bien, ils allaient le faire. Ils s'attendaient en cela à avoir le soutien du plus de membres possible de la communauté. Je crois qu'ils étaient également venus me voir, voilà, pour me dire, voilà, Jérém, on va lancer un meme coin, est-ce que ça te dirait de pouvoir nous aider un peu à push le truc? En l'occurrence, j'avais dit non, tout simplement parce que je refuse toute promotion de meme coin. Voilà, ça après, c'est ma position, mais voilà, pour vous dire que tout le monde avait été contacté par rapport à ça. Et voilà. Et alors, ce qui se serait passé, c'est que 2 fondateurs, notamment le fondateur de Giants, vous savez, Elrond Giant, là, les petits nains là, qui créent une espèce de petite ville animée, Razvan, qui est très intégré dans l'écosystème puisqu'il build aussi une solution de paiement crypto, etc., etc. Bref, on connaît, je crois, à peu près tous Razvan pour ça. Et puis également, l'un des fondateurs de Inspired, donc vous savez, la solution de programme de fidélité qui va bientôt d'ailleurs se lancer sur Multiversix et qui a déjà signé des partenariats assez lourds avec des succursales roumaines de Carrefour, H&M, Starbucks, etc. Bref, juste pour vous remettre. Eh bien, les 2 fondateurs en question qui ont été sollicités pour aider au push en fait du Bobber au moment de son lancement, eh bien, auraient tiré parti de cette information pour, en gros, hein, développer un bot et venir en fait au moment de la vente, de venir effectivement acheter du token à toute patate, quoi. Je résume, hein. Bon, ensuite de ça, donc ils l'ont fait, ils ont acheté pour plusieurs dizaines de GLD, je crois un peu plus de 100 ou même plus que 100, je sais plus franchement, mais bon, en tout cas une grosse somme d'argent. Et ben Mihai, il n'était pas content. Donc Mihai, c'est celui qui a lancé Bobber, c'est le CEO de XOXNO, etc. Bon, vous connaissez. Eh ben, il n'était pas content, tu vois, qu'il y ait des mecs qui tiraient parti de l'information pour venir utiliser l'inside et venir acheter grâce à leur bot. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait, le gars? Eh ben, il a freeze leur wallet. Tu vois? Donc, il a dit non, les gars, vous avez utilisé une information qu'on vous avait donnée pour nous chill. Et donc, finalement, eh ben, vous en avez tiré parti. Ben, nous, on n'est pas content. Donc, on va freeze vos tokens. Et parce que, voilà, c'est pas faire, etc. Bon, bref. Et alors, finalement, ce qui s'est passé après, c'est que ils ont désactivé la fonction freeze du token en mode on a fait ça au lancement parce qu'on trouvait que c'était pas juste, c'était pas cool, mais voilà, vous inquiétez pas, on a retiré la fonction freeze, donc désormais on peut plus freeze personne.
Je sais pas si j'ai bien résumé, mais je l'ai fait un peu YOLO, hein. Joachim, déjà, bonjour. Comment tu vas, mon chéri? Bonjour. Vous m'excuserez, je suis en train de marcher pour me Attends, rapprocher peu à recule-toi peu du parce que téléphone, ça j'habite fait pas à côté. super mal. C'est- 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 Je parle avec mon casque. Ah ouais, alors, ouais, le son est très très fort. Mais comment Ah, vas-tu d'abord? bon, très bien. Bon, il y a un écho de malade. Je te promets pas de te garder en Bon, écoute bah, longtemps, hein. non, Ouais, je vais être rapide vas-y. alors. Juste pour dire que même si certains de cette information en avance, le listing et la création de la paire, ainsi que la possibilité d'être swap a été communiqué, l'horaire a été communiqué. Et donc, même sans être proche de la team qui a lancé Bobber, on pouvait créer des bots euh, pour le listing. Et en plus, par rapport au freeze, ça n'a pas été fait de suite. Ça a seulement été fait lorsque ce fameux compteur a commencé à dump du Ok. Bobber, des sommes assez considérables. Hmm. Et c'est à ce moment-là où quelqu'un a décidé d'appuyer sur le petit bouton rouge et de freeze donc Mais ce c'est wallet. encore plus grave. Ça veut dire que quand Voilà. il s'agissait d'injecter de la Oui. liquidité, Ah on oui, était oui, bien oui. content de les avoir, les bots. Et quand le gars il commence à TP, là on dit ah bah non, c'est pas cool. Non, mais je pense qu'on peut tous se dire d'accord que quand ils sont obligés de faire une annonce officielle et retirer la possibilité de freeze, c'est qu'ils avouent qu'ils ont chié dans la colle. Je veux dire, il y a pas d'autre Bah, mot. alors justement, et après je vais vous demander votre avis à tous, parce que franchement, je vais être très honnête avec vous les copains. Moi, l'information, on me l'a rapportée. Je n'ai pas fait d'analyse on-chain, donc effectivement, je suis pas le mieux placé pour ça. J'ai juste voulu, voilà, donner un peu d'écho à cette information. Pourquoi? Parce que pour moi, elle en dit long. Elle en dit long sur cette espèce de super pouvoir que Mihai s'accorde dans un peu tout ce qu'il fait. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'image que ça renvoie au niveau de l'écosystème memecoin sur Multiversity. Moi, je le trouve absolument désastreux. Parce qu'un memecoin, c'est par la commu, pour la commu. Et déjà, le chill de la core team, j'avais trouvé que ça allait un peu à l'encontre de la culture memecoin, puisque voilà, forcément, si une core team s'investit, ça veut dire que ça a été un peu préparé en avance. Quand il y a le soutien de la fondation, ça veut dire aussi que ça retire un peu l'aspect des gènes, tout ça, mais ça, on en avait déjà parlé, on ne va pas en reparler. Et là, en plus, on apprend que l'émetteur du shitcoin a utilisé une fonction qui est très utilisée sur Multiversix, on y reviendra juste après, puisque le freeze, en fait, c'est une qualité qu'a quasiment la plupart des ESDT. Mais quand c'est Kowat qui peut freeze un token, on peut le comprendre pour des intérêts corporate, pour des intérêts de souveraineté, pour des intérêts de préservation de la valeur du token, si demain il venait à y avoir un problème. Donc j'ai moins de problèmes quand c'est Kowat qui a cette capacité-là. Pour prendre l'exemple de Kowat, parce que c'est un des plus gros projets token, et je sais qu'on peut il a la qualité du freeze. Mais quand c'est un meme coin qui est censé pardon, être ultra décentralisé, ou alors je m'y connais rien, là par contre ça me pose un peu plus de problèmes. Et donc c'est pour ça que j'ai mis un peu ça sur la table. Alors dans les commentaires, vous pouvez aller lire mon post si ça vous amuse. Évidemment, j'ai tous les maxis qui sont venus me voir en me disant mais non, mais tu comprends rien, mais n'importe quoi, mais t'es dégoûté parce que t'as pas investi dans le Bobber. Enfin bref, tous les arguments que j'avais déjà écoutés 10 fois. Mais voilà, malgré tout, je regrette pas parce qu'il y en a certains qui ont découvert effectivement ça, ils l'avaient pas vu avant, et je me dis, voilà, c'est pas ouf, quoi. Bon, je sais pas si vous avez un avis là-dessus. Ouais, vas-y, mon Arnaud. Ouais, bah écoute, moi j'avais personnellement pas mis de sous dans Bobber non plus parce que voilà comme je l'ai déjà dit de nombreuses fois, j'investis pas dans les mêmes coins. Mais pour le coup, je suis très aligné avec toi. Pour moi, les propriétés qui permettent de freeze, etc., sur Multiverix sont très intéressantes pour euh, l'agilité, la versatilité qu'elles amènent et qu'elles offrent à des gens qui veulent monter des business dessus. Pour parler avec certains founders qui ont des projets RWA, euh, l'AMF en France, vous pouvez pas imaginer avoir un projet avec des real world assets, donc des actifs physiques qui sont liés à la blockchain sans avoir ce genre de propriété. C'est pas possible. Euh, donc, en fait, là, il n'y a pas de problème. Mais là, c'est carton rouge à mes yeux. Hmm. Memecoin, effectivement, c'est full décentralisé, c'est des gènes à outrance, il faut être au plus proche des valeurs de la blockchain parce que c'est ça qui est cool. Et là, le fait d'avoir ce freeze,
Mais moi, c'est une douche froide, ce truc. Franchement, si jamais j'avais pu à un moment me dire, ah putain, c'est cool, je lâcherais bien un petit billet je sais pas, 100, 200 euros pour soutenir Bobber, je l'aurais fait. Là, terminé, bonsoir. Ouais, bah, je suis assez en phase avec ça. Et c'est vrai que l'arrogance des holders, mais qu'après, tu sais quoi, en vrai, parce que évidemment, il y en a plein qui viennent m'insulter, etc. Mais en vrai, je les comprends, miskin. Pour ceux qui ont des bagues, tu vois, les gars, les pauvres, ils ont investi, et il y a un mec qui vient un peu leur casser leur délire. Donc ceux-là, limite, un peu, je les comprends. Par contre, les espèces de KOL qui sont autour, là, Adam, etc., et leurs arguments, je vais te dire un truc. Franchement, quand ils me disent, frérot, on a bossé pendant 2 semaines, gratos, Mia, il a mis 30 000 $ de son propre argent pour mettre dans la liquidité initiale. Tu sais quoi, tout ça, je l'entends. Et en vrai, je pense que l'intention au départ, elle était bonne. Et en fait, je pense que dans le fond, vraiment, si j'essaie d'être objectif, je me dis, tu sais quoi? Je peux tout comprendre, je peux tout entendre. Et finalement, je pense qu'ils ont fait ça pour l'écosystème. Il y a eu un succès. Franchement, c'était cool, tu vois. Mais moi, à quoi je pense, c'est l'image que ça renvoie. Et je me dis, les gars qui avaient vocation à attirer des liquidités de chez Solana et d'autres écosystèmes avec un marché meme coin dynamique, mais cette information-là, pour moi, hein, elle repousse quiconque. Tu vois, donc finalement, c'est ça, moi, qui me fait peur. Mais bon, je sais pas. Alors, Foudre, Arnaud et Philippe. Ouais, déjà, petit test son. Est-ce que c'est mieux Ouais, déjà c'est là? mieux, frérot. Merci. Ok, je suis plus au calme. Alors, je suis d'accord avec vous hein, sur les propriétés que doit avoir un meme coin. Le fait que le freeze n'ait pas été désactivé dès le départ, c'est plutôt un scandale. Après, je pense que il s'attendait, il l'a gardé pour cette raison-là, parce que le Padawan, par exemple, ne l'avait pas. Le Padawan était totalement protégé de ces fonctions-là qui permettent de donner un peu des super pouvoirs aux créateurs. Et il l'a fait justement pour éviter que des personnes fassent ça. Alors après, je comprends, si tu veux, la réaction de Miai, c'est-à-dire que de voir des builders qui sont assez influents, assez importants dans l'écosystème et qui sont aussi proches de la core team, les voir, si tu veux, un peu abuser de la liquidité de la commu comme ça, c'est ça qui casse le plus les couilles, tu vois. Pour moi, ça me casse plus les couilles que Miai freeze leur wallet après coup, une fois qu'ils voient qu'ils sont en train de dump sur la commu après le listing sur L-Bank, si tu veux. Ça, c'est très intéressant. D'ailleurs, je fais un amas avec Inspire Semaine Pro. Donc, on parlera évidemment de leurs solutions, etc. Mais évidemment, je leur poserai la question à ce moment-là pour savoir voilà, pourquoi ils ont fait ça. Est-ce qu'ils ont vraiment fait ça? Quel était l'objectif? Maintenant, je vais vous dire un truc, les copains. Et peut-être je vais me faire l'avocat du diable. Et peut-être je me trompe. Mais à partir du moment où les mecs, ils ont participé au lancement, ils ont mis des sous, ils ont participé à l'impulsion du token, et donc à son pump, et donc à tout ce qu'il y a eu autour, est-ce qu'on peut leur demander d'être bénévoles? Est-ce qu'on peut leur demander de ne pas prendre des profits? Je sais pas. Moi, je sais pas. Moi, je vends mal et je vends pas. Donc, je suis le gros connard dans l'histoire, tu vois. Mais je peux comprendre ceux qui se disent, bah oui, mais bon, frérot, j'ai mis de l'oseille. Ça se trouve, Bobber va s'éteindre. D'ailleurs, pour le coup, le chart n'est pas extrêmement séduisant. Mais j'ai envie de vendre avant qu'il soit trop tard. Donc voilà, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Je sais pas. Vas-y, Arnaud. Ouais, bah écoute, moi je suis assez aligné avec toi, hein. Le principe d'un meme coin, c'est que bah oui, après on voit Bobber, ils veulent créer de l'utilité autour, etc., etc. Très bien, mais moi les arguments de, on a passé 2 semaines à bosser gratuitement, on a mis de la... J'ai envie de te dire, comme toutes les personnes qui entreprennent au départ, il y a un effort, il y a un don de soi dans ta création, où tu donnes de ton temps, que tu pourrais monétiser dans un job différent. Bon, déjà, cet argument pour moi, oui, il est entendable, mais il passe à la benne. Et après, c'est la vie, quoi. Mihai, ça se trouve, les mecs, Razvan et l'autre, ce sont d'autres entrepreneurs qui ne peuvent pas le voir. Et quand il s'est ramené avec son meme-coin, comme le meme-coin est associé à lui, eh ben, ils se sont dit, on va préparer un petit coup pour que si jamais ça fonctionne, Hmm. on puisse leur mettre un coup dans le dos. Enfin, il y a aussi un moment où ça rentre en jeu. Mihai est un personnage sulfureux. Euh, c'est pour ça qu'avoir un meme coin qui est tellement attaché à sa personne, bah, c'est aussi à double tranchant. Tout le monde, comme tu le disais, tout le monde était content quand ça montait.
Bah ouais, mais pour que ça monte, faut qu'il y ait de la liquidité qui rentre, faut qu'il y ait de la demande. Bah, ça peut descendre aussi après, quoi. Enfin, on a vu le Dogecoin se fracasser la gueule un nombre de fois pour ensuite renaître. C'est comme ça. C'est la vie d'un token. Mmh. Complètement. Ouais, bon point de vue hein, sur l'inimitié entre les builders. Moi, je peux vous le dire, et je donnerai évidemment aucun nom, effectivement, que Miai ne suscite pas juste l'inimitié de certains membres de la communauté, mais effectivement, je vous le dis, il y a deux camps sur Multiversix. Il y a ceux qui sont plutôt proches de Miai et il y a ceux et les autres. Qui sont moins proches. Ouais, et ça existe véritablement. Et moi, je le vois dans mes contacts avec les proches. Moi, j'ai des projets qui me disent, frérot, je peux pas travailler avec toi. J'adorerais. Mais parce qu'en fait, bah, comme voilà, t'es pas très pote avec Mia et j'ai peur. Et je vous le dis, ça, c'est une vraie info que je vous donne. Hein. Et j'ai un peu peur que ça me retombe dessus si demain j'ai envie d'utiliser le Launchpad XOXNO, si demain j'ai envie de lister sur la plateforme. Je sais qu'il y a même des pressions qui ont été mises en mode si tu bosses avec GRM, nous c'est mort, tu ne comptes pas sur nous. Donc ça, je sais que ça existe. Et puis inversement, mais vraiment pour le coup, je peux pas vous donner de preuves parce que je serais obligé de divulguer les noms, mais vraiment, je vous prie de me croire. Et inversement, il y en a d'autres qui me disent, nous, on veut bosser avec toi, ben justement parce que toi, tu fais pas partie de la bande Amiaï et que toi, tu as ta liberté de ton, tu sais dire les choses face à la core team quand ça va pas, et nous, on aime cette liberté. Donc, il y a vraiment deux clans, et donc ça existe vraiment dans ce que tu dis, Arnaud. Est très possible. Je ne sais pas si c'est le cas pour Inspired, pour le coup, clairement, ni pour Razvan. Ça, je peux pas, j'ai pas d'infos, mais c'est possible que ça ait pu jouer. Philippe et Joachim. Ouais, non, vous avez déjà dit, je pense, la majorité des choses qu'il y avait à dire. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui est acceptable, je pense, dans le monde des cryptos et encore moins dans le monde des mêmes coins. Après, voilà, si je peux ouvrir une autre porte sur cette discussion, il faudra voir comment même vers Six en fait slide sur cette histoire en fait, en proposant, pour ceux qui connaissent pas, même vers Six a proposé de lancer en 10 minutes un même coin avec des 2-3 règles minutes. 2-3 claires et minutes. précises. Même. Ouais. Voilà, pour la communauté, tout ce que vous voulez. Et je pense que peut-être qu'ils vont utiliser ça pour surfer sur, ouais, voilà, Bobber n'a pas été lancé avec nous, du coup, c'est peut-être pas un truc légitime, mais ça rentrerait en plus dans la ligne de compte avec la difficulté que Miai a dealé avec certains autres Alors, builders. c'est intéressant. Moi, j'ai un peu bossé avec la team de Mimversix, donc je peux effectivement te dire que non, il n'y a pas de velléité de Mimversix de surfer entre guillemets contre Miai. Et en plus, c'est dans l'intérêt de personne, puisque voilà, ils sont tous du même pays, du même écosystème, ils bossent sur des projets qui se rapprochent et tout. En revanche, une chose est sûre, c'est que Mimversix a été justement créé pour ça, c'est-à-dire pour faire en sorte que les lancements soient réellement fair et que ceux qui veulent participer à l'aventure Memecoin puissent le faire en toute sécurité. Ça, c'est du point de vue de l'investisseur. Et puis après, évidemment, du point de vue de l'émetteur, de l'issuer, lui aussi, il peut aujourd'hui voilà, lancer un Memecoin de façon voilà, très facile, etc. Ça, j'en avais déjà parlé. Donc, en tout cas, il n'est pas impossible qu'il surfe dessus, genre inconsciemment, en disant voilà, si vous voulez éviter les problématiques de freeze, les problématiques de fair lunch, les problématiques de LP qu'on burn ou qu'on burn pas, etc., venez faire vos lancements chez nous et au moins ce sera sécure et tout protégé par les smart contracts, quoi. Joachim. Oui, rapidement. C'est intéressant qu'on parle de Memversix, mais pour en revenir au cas de, bon, c'est des allégations, hein, que ce soit Inspire et Razvan qui soient derrière, mais c'est une question que je me suis souvent posée sur le botting donc au launch, parce que je veux dire, c'est ouvert à tout le monde. Il faut juste évidemment avoir les connaissances de savoir coller ces bots, mais dans un écosystème comme Multiversix, on n'est pas nombreux. Et en fait, il y a une forme, pour moi, faut pas oublier que ce genre de choses sont rien des jeux à somme nulle. Et il y a une espèce de cannibalisme de l'écosystème. Parce qu'évidemment, alors, au moment du freeze, le wallet valait plus de 100 000 dollars. Et s'il venait à prendre tous ses profits, bon, évidemment, il y aurait eu du slippage et ainsi de suite. Mais c'est pas de l'argent magique. C'est évidemment de l'argent de la commune qui est d'aller acheter du Bobber. Et pour même Versix, j'irais même plus loin qu'ils veulent pas se mettre contre Bobber. Ils sont en partenariat avec Bobber. Dans leur quête, ils incitent même à acheter du Bobber et à rajouter de la LP sur le vrai. Bobber.
Donc, Ouais. il y a une prise de parti quand même, je dirais, Non, plus mais que en neutralité. soi, il faut aussi faire la différence entre Bobber, ce que c'est devenu maintenant, c'est-à-dire quelque chose d'un peu plus décentralisé quand même, un mouvement qui est communautaire, que la communauté adore, etc., avec les conditions de son lancement et potentiellement de la team qui tourne autour. Moi, j'essaye de faire la différence entre les bons trucs de Bobber, parce qu'il y en a quand même. Moi, je kiffe voir sur mon feed tous les trucs autour des castors, etc. C'est pas mon délire, mais je trouve ça cool, tu vois, avec derrière, voilà, ce qui a pu se passer autour, au départ, etc. J'essaye d'être un peu dans la nuance. Foudre et Arnaud, et ensuite on passe à l'invité du jour. Ouais, je voulais ajouter un petit truc par rapport à ce que tu disais au début, quand tu disais que c'était quelque chose qui était très utilisé chez nous, tout ça. Faut savoir que par exemple une fonction freeze sur Ethereum, ça peut très bien exister. La problématique d'Ethereum, c'est que ça va être caché dans le code, si tu veux. C'est que s'il va apparaître comme un ERC20 comme tous les autres, sauf que dans le code, tu auras une fonction freeze, une fonction wipe comme on a chez nous. Et la force qu'on a, nous, c'est que comme c'est le standard est protocolaire, c'est directement affiché, donc tu peux le savoir juste en allant regarder l'Explorer. Là où sur Ethereum, il peut y en avoir sur plein de coins et on ne soit pas au courant, quoi. Ouais, effectivement, cette transparence-là, elle est très saine. Il faut juste prendre le temps d'aller checker. D'ailleurs, à ce titre, je vous invite à aller regarder un truc qui s'appelle la Memverse X, je crois. Un autre Memverse X, qui a créé un outil qui permet de savoir les propriétés justement d'un coin. Alors, vous pouvez aller voir sur l'Explorer, évidemment, mais sinon, ouais, il y a des outils qui ont été créés, des outils communautaires, qui permettent d'aller voir si un coin, justement, à quelles sont ses propriétés. Puisqu'on parle du freeze, mais il y en a d'autres, hein, des propriétés qu'on ne veut peut-être pas voir sur un token dans lequel on investit. Vas-y, Arnaud. Ouais, juste sur ce dernier point-là, franchement, sur l'Explorer, c'est super facile, hein. Vous arrivez sur l'Explorer, tout en haut, il y a un onglet token. Vous cliquez sur token, vous avez tous les tokens qui sont présents sur sur la blockchain. Vous cliquez sur n'importe lequel d'entre eux. Première page, vous allez voir une partie avec propriétés. Vous allez voir toutes les propriétés possibles des tokens. Et à ce moment-là, bah, vous voyez celles qui sont actives, pas actives. Voilà. Effectivement, c'est super intéressant. Pour revenir sur ce que disait Joachim par rapport voilà, c'est l'argent de la communauté et du coup, enfin, moi, ce point-là, je l'entends pas. Franchement, c'est suffisamment clair. Un meme coin, euh, quand il est créé, c'est juste une bulle. C'est une bulle de spéculation pure. Et donc, je pense que les gens qui décident d'investir dans un meme coin, il faut qu'ils sachent qu'il n'y a pas de token à vocation plus court-termiste qu'un meme coin. On peut pas spéculer sur le fait que les gens vont garder leur bague ad vitam aeternam parce que bah, je sais pas pour quelle raison en fait ils ont au départ aucune raison de le faire. Donc il y a forcément des gens qui vont prendre des profits, il y a forcément des gens qui vont dump leur bague pour tirer des profits et c'est un peu bah, à ceux qui vont le faire en premier. Et donc, il faut être très très vigilant quand on investit dans ce genre de tokens, ce genre d'actifs qui n'ont absolument aucun intérêt à retenir les gens à long terme. Ouais, faites vraiment gaffe, quoi, parce qu'il n'y a pas de pitié à avoir, hein, c'est le Far West. Là, on est vraiment dans le Far West du Web3. On a des milliers de personnes qui investissent dans un truc qui n'a aucune autre utilité que de monter ou de descendre. Bah voilà, il y a un moment ça va monter, puis il y a un moment ça va descendre. Donc faites vraiment gaffe, quoi. Moi, je sais que c'est pour ça que je n'investis pas dans ce genre de token. Pas parce que je sais pas que je pourrais faire de l'argent, mais parce qu'en fait, je sais que je vais mal dormir et ça m'emmerde. Ouais, non, mais ouais, je pense que. Et d'ailleurs, c'est là souvent hein, la difficulté, c'est on sait acheter, par contre, on a un peu de mal à vendre, mais ça fait partie du jeu. Désolé, j'ai vu vos mains, mais on va avancer. Je peux répondre juste brièvement, vu Ouais, que c'est vas-y. en réponse à ma question. Donc, par rapport vite fait à l'Explorer, sachez aussi que même si le freeze est désactivé, tant que le can upgrade a le petit coche vert, toute fonctionnalité peut changer. Ah Donc, ouais, c'est c'est pas intéressant ça. parce qu'un projet pourrait décider de mettre le can freeze en désactivé, mais garder le can upgrade et de dire, regardez, on peut pas freeze, mais en réalité, ils peuvent s'ils veulent. Pour répondre à ton point, Arnaud, je suis d'accord. C'est-à-dire, évidemment, là-dessus, je suis d'accord. La différence pour moi, c'est, je vais Non, faire on une a dit métaphore. vite, Joachim. J'étais un joueur de poker. Oui, j'étais un joueur de poker semi-professionnel et je travaillais dans l'industrie. Évidemment, le poker aussi, c'est un jeu entre guillemets à somme nulle
où la différence se fait comme aux échecs par rapport au talent, mais aussi la chance de chacun. Et là, c'est un peu pareil en fait, dans le sens que tu as des personnes comme Razvan, ainsi de suite, qui peuvent créer des bots, qui ont les compétences de créer un bot et qui donc, si on comparait à un jeu de poker, ils commencent avec une troisième carte et ont donc un avantage énorme sur les autres. Et pour un petit acteur qu'on ne connaît pas ainsi de suite, d'accord, mais pour un builder qui est censé faire grandir l'écosystème avec tous les autres, pour moi, c'est là où je trouve que ça fait un peu plus tâche. Merci Joachim. Bon, vas-y, Foudre, comme ça, il n'y a pas de jaloux et après, on avance. Non, c'est bon, Joachim a dit tout ce que je voulais dire. C'est surtout le fait de venir vampiriser la commu en utilisant quelque chose que les autres, en n'utilisant pas les mêmes outils, en ayant un avantage. C'est ça le gros problème. Sachant que tu es un builder, que tu vois, si tu utilises cet argent-là enfin, pour bon, faire, te dire. pour le bien de ton projet derrière. Robin de Horizon Lab, il s'est fait, je sais pas combien, là, 200 EGLD sur un meme coin en faisant un bot. Bon, chacun utilise ses compétences. Je veux dire, un influx va utiliser son influx, un builder, il va utiliser, enfin, un développeur va utiliser ses capacités de développement. Enfin, je veux dire, il faut faire la part des. Ouais, mais ça, c'est mon avis, hein, faire la part des choses entre l'homme et son œuvre. C'est-à-dire qu'on peut être soi-même un builder, développer l'écosystème, puis à côté de ça, on est aussi une personne dans l'écosystème Web3 avec l'envie de tirer parti des opportunités de marché, potentiellement de tirer profit de choses comme ça. Puis je répète, hein, le gain qu'ont fait ces deux gars-là, hein, qui les ont peut-être pas fait finalement parce qu'ils ont été freeze, il est à la hauteur aussi de l'investissement qu'ils ont mis au départ. Les mecs, ils ont mis plus de 100 EGLD dans le lancement du bobber. Et donc, pour le coup, ils ont pris aussi le risque que finalement, ça marche pas. Alors, il était un peu limité parce qu'ils avaient sans doute l'information comme quoi la team allait pusher tout ça. Mais ça aurait pu être 100 EGLD de perdu, tu vois. Donc, je sais pas, j'ai du mal. Mais peut-être que je suis biaisé, tu vois. Peut-être que. Mais je sais pas, j'essaye d'être un peu objectif. Euh, Bien, merci à tous en tout cas. Bah, tu vois, je pensais pas que ça allait prendre tant de temps, mais finalement c'est bien, ça a intéressé tout le monde, donc c'est cool. Merci à vous pour votre avis en tout cas. Et on va recevoir l'invité du jour. Salut Marc, comment vas-tu? Alors Marc, ton micro est mute, donc il faudrait que tu l'actives et ça se trouve sur le bouton en bas à gauche. Super, bonjour à tous. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va très bien. Je suis très heureux de te recevoir ce matin dans GMMVX. Alors, tu es arrivé, on était en train de discuter Memecoin, tu vois. Donc, pour le coup, GMMVX, c'est un peu ça. C'est-à-dire que c'est un endroit où on va pouvoir passer de Memecoin à tokenisation d'actifs, PSAN et EME bourse européenne de tokenisation d'actifs réels, tu vois. Donc, c'est ça aussi la force du format. Alors, Marc, si tu veux, et on va faire comme on fait avec tous nos invités, est-ce que déjà tu peux te présenter mais même sur ton parcours avant d'arriver dans le Web3. D'où viens-tu avant de lancer Cryptown? Et peut-être d'ailleurs, as-tu d'autres expériences Web3 avant? Enfin, c'est quoi ton parcours avant d'arriver dans l'écosystème? Ouais, bah écoute, avec plaisir. Donc déjà, je suis le CEO et le fondateur de la startup qui s'appelle Krypton, qui a vocation à devenir une bourse européenne pour financer les PME et dans un second temps pour vraiment faire en sorte que la tokenisation d'instruments financiers cotés se fasse en Europe. Je suis également vice-président de l'ADAN et président de son comité de tokenisation et au board de France FinTech avec une représentation des sujets Web3 et réglementaires pour les FinTech françaises. J'ai lancé Krypton en fin 2017, donc ça fait quand même pas mal de temps. Et avant ça, j'étais liquidity trader à la banque Rothschild & Co où je traitais des contrats de liquidité pour groupe du CAC 40, Belvin, SBF 120. Et ma première expérience Web3, c'est en 2016. J'avais monté un rig de minage en mettant 6, à l'époque c'était 1080 Ti en parallèle pour miner. À l'époque c'était du Faircoin et j'ai fait ça 1 an et ça m'a amusé. Et j'ai décidé de lancer Krypton pour essayer d'utiliser la technologie sous-jacente et pas le côté crypto, mais pour financer des PME et pour faire un modèle similaire à la bourse aujourd'hui, mais avec une technologie un peu plus On va y revenir, efficace. on va revenir Donc, évidemment sur Cryptown longuement, mais effectivement, donc toi, tu as un parcours essentiellement dans de la finance traditionnelle, donc au départ. Donc tu parlais tout à l'heure de Rothschild Co, etc. Alors, est-ce que tu peux justement nous présenter, après j'ai plein de questions, parce que en plus j'ai écouté quelques-unes de tes interviews, mais je sais que tu as des,
des opinions et des avis tranchés sur des sujets d'actualité, notamment les ETF, etc. Mais d'abord, parlons un peu de Cryptown. Voilà, en 10 secondes, comment tu présenterais Cryptown pour quelqu'un qui connaît rien? Très simplement, c'est quoi et à quoi ça sert? Bah, pour quelqu'un qui connaît rien, le but de Krypton, c'est permettre d'ouvrir le monde des marchés cotés, des IPO, à des plus petites entreprises. Donc, Euronext, enfin, tout le monde voit à peu près ce que c'est la bourse européenne. Ça permet à quiconque d'investir via son broker en ligne, via son compte titre sur des sociétés cotées en Europe, sur le CAC 40, SBF 120, des sociétés comme LVMH. Et ces sociétés-là profitent à la fois de la bourse pour se financer via les IPO au départ et via d'autres opérations post-cotation pour se refinancer, et également de la liquidité pour animer à la fois le titre et leur communauté. Et ça n'existe pas pour les petites entreprises parce que les infrastructures de marché sont très chères, c'est des services très premium et donc peu accessibles à des plus petites sociétés qui présentent, on va dire, moins d'intérêt pour des grosses infrastructures. Et l'idée de Krypton, c'est de faire à peu près quelque chose de très similaire, mais grâce à une techno, on va dire, plus nouvelle, plus robuste, plus automatisée, permettre de réduire drastiquement les coûts et donc ouvrir ce monde-là à des beaucoup plus petites entreprises pour au final permettre des IPO de PME, là où c'est irréaliste pour des raisons de business model aujourd'hui. Ok, donc effectivement, parlons un peu financement justement des PME. Alors, c'est quoi le constat aujourd'hui du marché? C'est quoi d'où viennent leurs difficultés justement à se financer, sans parler même d'IPO, mais on sait qu'on a un problème aujourd'hui de taille d'entreprise par rapport à l'Allemagne, où il y a beaucoup plus de grosses entreprises, notamment qui exportent, etc. Et c'est vrai qu'en France, on a un peu de mal par rapport à ça. Et ça vient notamment de la difficulté des PME à se financer pour passer ensuite sur des tailles de sociétés un peu plus grosses. C'est ça le constat que tu dresses et à laquelle tu essaies d'apporter une solution? Exactement. En fait, il y a, comme tu l'as dit, en France, il y a un problème structurel pour le financement des PME. Donc, quand on parle de PME, on parle de quelque chose de très traditionnel. On ne parle pas des startups, mais par exemple, quelqu'un qui a une industrie textile dans le nord de la France, c'est une PME. Et sa capacité de se financer est très faible. Il peut avoir recours à des prêts bancaires avec ses banquiers qui ont en relation depuis longtemps, mais avec la remontée des taux, ça devient de plus en plus compliqué de prendre que du financement bancaire. Et ce qu'on appelle les fonds propres, donc c'est des augmentations de capital, il n'en a pas accès parce qu'il y a assez peu d'investisseurs en France qui investissent dans cette typologie de société, on va dire très très traditionnelle. Et c'est dommage. Et l'objectif, fonds propres, c'est vraiment de leur faciliter la vie. Et pourquoi il y en a peu? Pour plusieurs raisons. Déjà, en France, les investisseurs ont un profil assez peu risqué. On aime bien l'immobilier, on aime bien le livret A. Et investir dans une PME requiert un peu plus de risques et on espère un peu plus de rewards, mais c'est un peu moins le cas dans les autres pays européens où les investisseurs sont souvent prêts à prendre un peu plus de risques. Deuxièmement, un des problèmes majeurs, c'est notre système de retraite. Par exemple, aux États-Unis, c'est des fonds de pension, et donc on est obligé de placer l'argent de sa retraite. Et les fonds de pension utilisent l'argent notamment pour financer en action des PME. Nous, on n'a pas ce système de retraite où, quand on paye des allocations retraite, ça paye les allocations des autres personnes qui sont déjà à la retraite. Donc, il n'y a pas de mécanisme de financement d'épargne. Et ça réduit drastiquement l'épargne disponible pour financer l'économie réelle. Après, Donc, ça, la retraite par capitalisation, bon, déjà, c'est un modèle différent, c'est pas le modèle français, même si de plus en non, plus, on se tourne vers ça quand même avec les PER, avec tout ça, et puis c'est c'est aussi. très à la marge. Ouais, En non, mais fait, complètement, mais c'est surtout un autre modèle, et puis c'est aussi un peu moins risqué. On l'a vu au moment de la crise de 2008, les fonds de pension, ils ont pris cher, quoi. ah non, mais je parle pas de l'aspect risque et je parle pas de l'aspect politique, hein. Moi, c'est de manière Mais très ça pèse factuelle. sur la capacité de C'est financement des entreprises, c'est ça que tu Voilà, dis. voilà, Évidemment, très ouais, ouais, factuellement, totalement. il n'y a aucun doute que ça diminue largement l'épargne dans le pays qui a ou pas les retraites par capitalisation, puisque dans un cas, c'est immense. L'épargne disponible pour payer les retraites futures est donc mise à disposition de l'économie réelle. Dans l'autre cas, quand vous payez les retraites avec les allocations retraite du mois, vous n'avez pas cette capacité. Donc voilà, de manière très factuelle, sans rentrer dans le débat, est-ce que c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, ça limite énormément l'argent disponible pour financer notre économie. Et pour ces raisons,
en fait, c'est assez compliqué pour une PME en France de trouver des financements, en complément en tout cas de financement bancaire. Et donc, en face de ce manque de solutions, l'idée c'est d'en apporter une réaliste, concrète et qui soit accessible et facilement accessible pour ces PME-là. Ok, très, très, très cool. Vas-y Arnaud. Ouais, salut Marc. Je voulais savoir juste très rapidement, c'est quoi le statut justement des autres pays européens par rapport à cette retraite par capitalisation? Est-ce qu'il y a des pays en Europe qui la jouent différemment, un peu plus comme ce qu'il y a aux States? Alors, je suis vraiment pas expert des retraites des autres pays, mais oui, il me semble qu'en Europe, il y a de tout, hein. C'est vraiment des décisions qui sont restées souverains aux mains de chaque pays. Et l'Europe régit pas le système de retraite, donc chaque pays fait un peu comme il le souhaite, en tout cas pour le moment. Donc il y a des pays par capitalisation. Après te dire exactement lesquels, je sais pas, mais Parce que j'ai vu il y a quelques semaines, il y a Bruno Le Maire qui justement réagissait par rapport à un moyen de faire travailler, comme il le disait, l'argent qui dort en Europe. Et je sais C'est plus pas les s'il est. retraites, c'est les livrets, je crois. En fait, il veut Oui, hum, exactement. réallouer. Ouais, Ouais, c'était pas les retraites, mais ouais. il parlait, je crois, de 25 000 milliards d'euros qui dorment, en gros, l'épargne des gens. Ouais. Et il disait, bah, voilà, il faudrait qu'on crée justement un bon européen pour permettre d'activer cet argent pour financer. Et alors, il était là, c'était fantastique, ne pas se louper sur la transition écoligique, etc., etc. L'intelligence artificielle aussi, ouais, effectivement. L'intelligence Il voulait artificielle, oh, c'était réallouer magnifique. Franchement, c'était les exceptionnel. fonds d'avant pour devenir un leader de l'IA. Mais oui, oui, non, mais bah, Vas-y, Marc. si je peux répondre sur ce point, il y a des chiffres trimestriels de la Banque de France, en tout cas en France, qui parlent de l'épargne des Français, donc sur les différentes couches. Et oui, elle est très importante, hein. Je crois qu'en France, on a 6 000 ou 7 000 milliards d'épargne liquide. Donc quand c'est liquide, c'est compte courant, livret, etc. Donc de l'épargne qui est pas hyper productive. Et oui, il faudrait trouver une solution pour la rediriger vers l'économie réelle. Il y en a, hein, il y a eu des briques, il y a eu un amendement déposé par Cédric Perrin, président de la commission défense du Sénat l'année dernière, pour rediriger une partie du livret A vers les PME de la BITD. Donc BITD, c'est les PME de la base industrielle de défense. L'amendement était passé, mais il a été retoqué au Conseil d'État de mémoire pour des raisons juste que c'était pas la bonne loi. Enfin, il l'a pas fait passer dans la bonne loi, mais ça devrait réarriver. Et donc, il y a une vraie volonté de se dire comment on redirige une partie de cette épargne dormante vers l'économie réelle. Mais c'est pas simple puisque à la fois l'épargne dormante, elle est souvent sur les comptes courants. Donc, c'est un peu triste, mais il y a plein de gens qui ont leur argent sur les comptes courants. Donc, c'est compliqué de toucher l'argent sur les comptes courants, hein. Les gens font quand même ce qu'ils veulent avec leur argent. Et de deux, bah, mécaniquement, l'économie réelle, les PME, ça a des profils de risque plus importants, donc on peut pas y aller, on va dire, massivement. Il faut réussir à faire comprendre aux gens dans quoi ils investissent, le risque qu'ils prennent, Ouais. et Il y a aussi l'assurance vie hein, qui aujourd'hui atteint à peu près 2000 milliards d'euros de collecte, enfin de montant total, et par contre essentiellement investi en fonds euros, puisque la version au risque en France, elle est quand même historiquement importante. On n'aime pas trop investir sur les actifs risqués, et donc forcément ça aussi, ça aide pas au financement des PME. Alors j'ai vu ta main Arnaud, mais on va continuer un petit peu. J'ai pas mal de questions, mais n'hésite pas à la retenir. On va se focus un peu sur Cryptown. Donc, pendant qu'on a dressé un peu un constat, et merci pour ça, Marc. Techniquement, comptablement et fiscalement, comment ça marche pour une PME qui souhaiterait justement se financer via Cryptown? De façon voilà, très simple, ouais. comment ça se passerait? Alors, on est en phase de transition. Donc, on a deux modèles qui vont évoluer. Donc, je vais t'expliquer un peu rapidement les deux. Aujourd'hui, on est enregistré en tant que PSAN en France et on est également agent d'émetteur de monnaie électronique pour gérer de l'euro sur notre plateforme. Et donc, aujourd'hui, une PME qui veut lever des fonds, elle fait une augmentation de capital souscrite par une société qu'on contrôle, qui va émettre des actifs numériques sur notre plateforme en euros pour rentrer au capital de la PME. Donc pour la PME, c'est une augmentation de capital classique, mais pour les investisseurs, c'est des actifs numériques. Ça, on est en train de le faire évoluer dans le cadre du règlement européen Pilote Régime, règlement qui a été voté en 2022 et qui est effectif depuis l'année prochaine pour devenir une vraie bourse à part entière, parallèle aux bourses européennes. Et donc pour une PME, ça sera une vraie IPO chez nous. Elle sera
considéré comme coté sur un marché européen et on pourra investir directement de son PEA, PME, de son compte titre, de son broker en ligne sans passer par Creighton et donc se positionner beaucoup plus facilement. Mais donc là, on est en phase de transition parce que évidemment, devenir bourse, c'est une step importante pour une fintech et donc ça nous prend du temps, mais pour nous, c'est l'enjeu majeur. Ok. Et donc, je répète, hein, donc techniquement, concrètement, même au niveau comptable, en fait, pour l'entreprise, en fait, C'est une comment ça... augmentation de capital. C'est une Dans les deux augmentation cas, de capital, ok. pour l'entreprise, elle doit faire une AGE, elle doit voter une émission de nouvelles actions Ouais. et donc elle va émettre des nouvelles actions et comptablement, il faut enregistrer Ça... le capital nominal dans le capital social et la prime d'émission soit Donc, c'est l'incorporée. dilutif, hein, pour l'ensemble des C'est actionnaires. toujours dilutif. Mais alors, donc, derrière, ça devient donc, derrière le token, c'est donc un security, parce que le sous-jacent de ce token, c'est donc la nouvelle action émise. Est-ce que j'ai bien compris? Alors, c'est Non? ça où c'est une transition. Ah. Demain, c'est bien un securities token, donc quand on sera bourse d'ici à la fin de l'année. Aujourd'hui, au sens en tout cas du code monétaire financier, c'est un actif numérique et donc c'est pas un instrument financier. Donc utility. Voilà. Mais donc ça veut dire qu'il y a un SPV alors en plein milieu, non? Il y a un SPV, tout à fait. Ok. Et donc, pareil, tu peux nous expliquer un peu pour que l'on comprenne un SPV, un véhicule d'investissement, et en quoi tu arrives à faire d'un titre financier un utility token. Alors que les deux, a priori, par quel mécanisme tu arrives à y arriver? Parce que je trouve ça hyper intéressant. En fait, les notions d'utilities et security token, c'est des notions très anglo-saxonnes. En France, avec la loi Pacte, on a créé un chapitre dans le code monétaire financier qui définissent les tokens utilitaires et ce qu'on appelle les titres financiers. Non, même pas? Nous, on parle d'actifs numériques qui englobent un peu plus. Et cette définition d'un actif numérique qui est franco-française, elle est en cours de révision dans le cadre du règlement européen MiCA. Et il y a en ce moment des consultations de l'ESMA des RTS pour voir cette définition-là et comment elle va cohabiter à côté des définitions sur des instruments financiers européens. Mais aujourd'hui, en France, un actif numérique, c'est un token qui ne présente pas les caractéristiques des instruments financiers et des bons de caisse. Et donc nous, Creighton, on a essayé de comprendre quelles sont les caractéristiques d'un instrument financier en droit français et des bons de caisse évidemment, et comment on peut permettre de créer un token qui va permettre de financer l'économie réelle, de financer des PME, et donc pour elles d'être des fonds propres, sans pour rentrer dans cette définition d'instrument financier, et donc de rentrer dans la définition d'un actif numérique. Ça, on l'a fait parce que avant le pilote régime, donc j'en ai un peu parlé, il n'y avait aucun mécanisme qui nous permettait de faire ce qu'on souhaitait en droit français. Donc c'était la solution pour exister et pour aller en prod. Et donc, si vous voulez, je peux rentrer dans les techniques, mais ça va être très réglementaire. Mais on a fait une démonstration de 150 pages sur toutes les caractéristiques de tous les instruments financiers européens et démontrer que la corrélation, notamment, mais pas que, n'était pas en droit européen une caractéristique d'un de ces instruments. Et donc, en créant un actif numérique qui a une corrélation, un mécanisme de corrélation, un sous-jacent, pour autant, ça n'emporte pas la nature de ce dernier. Voilà. Okay. Et ça nous a permis depuis notre lancement en France, depuis 2018, à être régi dans le cadre franco-français. Et par contre, on est en train de faire évoluer ce modèle-là dans le cadre du nouveau règlement européen en demandant un nouvel agrément qui, pour le coup, change tout. Et donc, il y aura plus cet SPV. Les tokens sont directement les actions des sociétés. Donc, ça sera techniquement des tokens, mais juridiquement, ça sera des actions d'une société cotée en droit européen. Donc, juridiquement, il n'y aura pas du tout l'aspect token. Et ça nous permettra d'aller évidemment beaucoup plus loin maintenant que le cadre réglementaire est prêt et nous permet de fonctionner dans la manière dont on a toujours souhaité fonctionner, mais on était un peu Au début, vous avez été obligé d'utiliser un peu des subterfuges parce que la réglementation n'était pas encore mature, quoi. Mais ça, en soi, je te le dis, hein, tout le monde a fait ça. Alors, nous, pour le coup, on n'était pas, on a trouvé des solutions pour exister. Après, on a été très transparent. On est allé devant les autorités françaises, les régulateurs, en exprimant ça, et notre démonstration, et on a discuté avec eux.
On Non, n'a non, pas quand je fait dis subterfuge, attention, c'était pas. C'est ma façon de parler, quoi. Mais ce que je veux comprendre, c'est que, enfin, ce que je veux dire surtout, c'est que à partir du moment où la réglementation elle est en cours de rédaction et même de réflexion au niveau justement du législateur, parfois il est obligé pour une entreprise que d'interpréter lui-même, en fait. Alors pas tout seul, avec des cabinets d'avocats, avec même parfois l'AMF directement pour essayer de rentrer dans des cases qui pour l'instant sont pas adaptées à un marché naissant. C'était ça que je voulais dire, hein. Oui, complètement, hein. L'AMF, avec son pôle fintech notamment, a accompagné les entreprises du secteur pour essayer de comprendre comment les superviser et comment leur faire rentrer dans des cases pour mieux appréhender leur activité. Donc il y a eu une période qui a toujours, hein, mais une période pendant la loi Pacte et même après avec l'application du régime SAN en France, où l'idée c'était de bien comprendre ce que faisait chacun pour essayer de comprendre comment on allait superviser. Et nous, on est peut-être un cas assez atypique, mais je pense qu'on n'est pas le cas le plus compliqué puisque la DeFi, et dont j'imagine vous connaissez bien, pose encore plus de complexité pour les régulateurs, qu'ils soient français ou européens. Ok. Parlons maintenant des conditions, parce qu'on disait tout à l'heure que les conditions de financement, et notamment, t'imagines, les conditions pour rentrer sur le marché boursier sont assez importantes. Alors en termes de documentation, en termes même de reporting, de tout ça. Le fait de passer sur Cryptown pour les entreprises, est-ce qu'elles auront les mêmes conditions, que ce soit à l'entrée et ensuite derrière en termes de suivi et de reporting, ou est-ce que ce sera un peu plus souple, un peu plus light? Est-ce qu'il y aura des différences, justement? Alors, pour entrer dans le détail, donc nous, on va devenir ce qu'on appelle DLT-TSS, c'est un nouvel agrément créé dans le cadre du DLT Pilot Regime, donc le nouveau règlement européen, qui nous permet, pour la première fois en Europe et même au monde, d'opérer une bourse qu'on appelle unifiée. Donc sans rentrer dans le détail, une bourse aujourd'hui, c'est un carnet d'ordre, mais qui évolue avec plein d'intermédiaires et plein de partenaires qui sont un CSD, donc comme Euroclear qui vient tenir le registre de l'émetteur, qui sont une chambre de compensation, qui sont des plateformes de la BCE pour opérer le règlement livraison. Donc ça fonctionne pas comme les plateformes comme Binance qui sont elles unifiées. Il y a plein d'intermédiaires et donc quand vous passez un ordre d'achat d'une action cotée via votre banque en ligne, vous interagissez indirectement avec 7-8 institutions différentes. Et l'idée de Crypton, l'idée de ce règlement et cet agrément, c'est de pouvoir opérer différemment l'infrastructure et de le faire de manière unifiée. Et en le faisant de manière unifiée et également en profitant d'autres dispositifs du droit européen, notamment prévus dans MIF 2. MIF 2 était la directive européenne qui régit les instruments financiers et les plateformes depuis quelques années. Et on peut devenir ce qu'on appelle MTF de croissance. Donc MTF, c'est l'agrément des bourses classiques européennes, et MTF de croissance, c'est un MTF qui ne finance et qui n'est là que pour les PME. Il y en a assez peu en Europe et c'est assez peu utilisé. Et un MTF de croissance a le droit de déroger à certaines règles pour les émetteurs. Donc en termes de d'informations lors de l'IPO et d'informations annuelles pour trouver des règles plus adaptées à leur réalité. Donc en cumulant à la fois les avantages du pilote régime et du statut de DLT-TSS avec les avantages de DLT MTF de croissance et les avantages du fait qu'on va pas demander de visa AMF. Donc quand vous faites une IPO, si vous faites une IPO de plus de 8 millions d'euros, vous êtes obligé de demander un visa de votre prospectus. Et ça, c'est ce qui est fait dans la majorité des cas. C'est coûteux, c'est chronophage, ça prend du temps. Et lorsque vous faites une IPO en dessous du million d'euros, en tout cas en droit français, vous êtes exempté de ce visa. Donc en fait, on va cumuler 3 règles qui ont rien à voir, mais en cumulant les 3, on arrive réellement à créer une autoroute d'efficience pour les PME, puisqu'on leur fait tomber toutes les barrières qui faisaient que la bourse était compliquée. Et donc c'est vraiment dû à ces 3 cumuls qu'on va adapter le process et qui va faire qu'une PME qui va se lister chez nous, qui va faire une IPO chez nous, aura pas à faire de prospectus, en tout cas aura pas à le viser, aura à faire un document Mais il devra d'information. peut-être tous les trimestres quand même. Ça, par contre, il n'aura pas le choix quand même. Tu sais, la petite note d'information pour les actionnaires. Ça, par contre, ce sera. Non? Ce sera pas tous les trimestres. Ah, ok. Donc, ce sera Ok. des règles soit biannuelles, soit annuelles, puisque comme je t'ai dit, ça c'est des règles qu'on peut se permettre de déroger via ce statut de MTF de D'accord. croissance.
qui pourrait permettre d'être un peu plus adapté. Parce que la réalité, c'est qu'une société cotée, une grosse société cotée, a une team pour préparer l'information au marché, la communication avec les investisseurs, etc. Et ça, une PME de 20 personnes, elle peut pas dédier 2 personnes sur 10% de son effectif à sa cotation. Et donc, il faut évidemment adapter les règles, ce qui veut dire qu'il y en aura moins. Et donc, ce qui veut dire qu'il faut faire comprendre aux investisseurs qu'ils investissent dans quelque chose un peu plus risqué que les plus gros émetteurs, puisque on aura un peu moins d'informations, un peu moins de liquidité, mais on va permettre de financer l'économie réelle et le profil de risque d'une PME, même s'il est un peu plus risqué, une PME plus facilement croître, puisque quand vous êtes 20 personnes, passer de 20 à 50, c'est plus facile de passer de 20 000 à 50 000. Vous imaginez bien. Très clair. Merci Marc. Vas-y Arnaud. Ouais, Marc, tout ce que tu dis est passionnant. Néanmoins, je me rends compte en t'entendant à quel point je comprends pourquoi est-ce que des entrepreneurs qui veulent bosser dans la fintech ont envie de se taper la tête sur les murs, contre les murs ou se défenestrer, tellement les règles sont règles sur règles, multipliées par une autre règle. Enfin bref, c'est d'une complexité sans nom. Et je me dis que, en fait, c'est même au détriment derrière de l'investisseur. Aujourd'hui, je crois que c'était dans le rapport de la DAN. Tu me corrigeras si je me trompe, c'était 8% des Français détiennent des actions et 12% aujourd'hui des crypto-monnaies, c'est ça? 13, je crois. Non. Ouais, alors Ouais. c'était les jeunes, les 8%, il me semble. Les 13%, oui, pour les cryptos, mais les 8%, j'ai un doute sur les actions. En tout cas, c'est C'est moins ok. que les actions, effectivement. C'est Ouais, moins que les exact. cryptos, pardon. Ouais. Ouais, exactement. Et en fait, j'avais une question tout à l'heure par rapport à ce point-là. Euh, En fait, quand on t'entend parler de comment est-ce que tous ces actifs sont régulés, en fait, les gens standards, en fait, ils comprennent pas grand-chose. Euh, L'avantage et les points forts d'une plateforme unifiée comme un Binance, c'est quand même la simplicité d'accès, toute relative, parce que maintenant, effectivement, il y a un peu plus de procédures, mais ça reste quand même relativement simple. Comment est-ce que demain, toi, alors que tu vois que les Français, après il y a peut-être des histoires de génération, mais je te laisserai expliquer, mais comment est-ce que tu veux démocratiser justement cet investissement dans des boîtes un peu plus tradies, des PME, qui sont effectivement des profils de boîtes un peu plus risqués que ce qu'il y a dans les plus grosses bourses, pour faire en sorte que justement on active cette épargne qui dort. En fait, t'as tout à fait raison. J'en ai profité pendant que tu finissais ta question pour reprendre les derniers chiffres. Il y a une étude, il y a des stats que sort l'AMF chaque année sur le taux de détention d'actions, notamment selon l'âge. Et ce qui est marrant, c'est que la tranche d'âge qui détient le moins d'actions en France, c'est les 25-34 ans, avec seulement 3,4%. Et ce qui est marrant, c'est que c'est la population qui est prête à prendre plus de risques, hein. Enfin, les 25-34 ans normalement. Et c'est aussi la population qui est le plus sur les cryptos. Pourtant, c'est la population qui est le moins sur les actions. Et ça s'explique, je pense, par la complexité d'accès, par l'UX, par le fait que ça, on leur parle pas. Enfin, les comptes titres, on va dire, c'est son compte dans sa banque qui permet d'investir dans les actions. On cible pas trop les jeunes et l'interface est pas trop fait pour nous. Et donc, je pense qu'il y a un vrai enjeu d'accessibilité. Parce que j'imagine que si il y avait quelque chose d'un peu plus adapté qui permettait de financer l'économie réelle et qui permet aussi de pouvoir créer du rendement quand on sélectionne des bonnes actions, ça intéresserait les jeunes populations. Mais il faut les amener, c'est important. Et pour répondre à ton second point, il y a énormément de normes, mais pas que pour les fintechs en Europe, hein. Vous avez peut-être dû voir l'intervention c'était hier soir ou ce matin de Bruno Le Maire, comme quoi il veut s'attaquer aux normes européennes pour améliorer la compétitivité et également aussi réduire le nombre d'articles dans le code de commerce en France. Je pense que il y a un moment où trop de normes, ça à la fois diminue la compétitivité des sociétés, on va voir l'enjeu, ce que ça veut dire, et ça amène à moins protéger les investisseurs. Puisque quand vous avez moins de compétitivité pour des nouvelles industries, quand vous avez plus de difficultés à se lancer en Europe, l'innovation va se passer ailleurs, possiblement aux États-Unis ou possiblement des Émirats Arabes Unis. Et au final, ils vont
les investisseurs européens vont investir dans des plateformes qui sont pas européennes, des mécanismes qu'on appelle de reverse solicitation. Et finalement, on a protégé personne puisqu'on a extrêmement régulé les acteurs européens et les investisseurs se retrouvent encore moins protégés qu'avant puisqu'ils investissent sur des plateformes beaucoup, beaucoup moins régulées en dehors de la zone de l'Europe. Et donc, il y a un vrai enjeu de juste milieu entre une bonne supervision, mais une supervision qui permet aux acteurs européens de grandir et de devenir des leaders. Et ça, c'est la difficulté majeure de la compétitivité. Et je pense que, en tout cas, le gouvernement français a bien pris en compte ces enjeux, mais c'est dans les faits assez compliqué à mettre en place de savoir où est le juste milieu pour faire une réglementation qui permet aux acteurs d'émerger, mais qui permet quand même d'appliquer des règles qui semblent être logiques, en tout cas pour les pouvoirs publics et les régulateurs de protection des investisseurs. Alors, avant de te laisser reprendre, Arnaud, moi j'ai une question. Donc, la plateforme Cryptone, elle a la particularité d'être en euros, de proposer en tout cas une prestation en euros. On parle depuis tout à l'heure d'Europe. Tu connais certainement le marché au niveau global. Il y a d'autres plateformes qui font la même chose que toi, avec notamment donc, le dollar. Et est-ce qu'ils ont des velléités à venir sur le marché européen? Donc, parlons un peu, si tu veux, du marché justement de la tokenisation d'actifs et de financement des entreprises via cette tokenisation, et notamment les concurrents aujourd'hui qui œuvrent déjà peut-être en dollars, et comment vous anticipez ça En fait, donc nous, comme je t'ai dit, la tokenisation, c'est quelque chose du capital market. Donc, c'est un secteur de la finance qui régit toute la cotation, etc. Et le capital market, c'est des règles de fonctionnement, de réglementation très différentes d'un pays ou de l'Union européenne à l'autre. Et donc, finalement, aux États-Unis, à Londres, à Hong Kong et en Europe, il y a des règles très différentes. Et vous n'êtes pas sans le savoir que les bourses sont très géographiquement sectorisées. Donc aux États-Unis, c'est Nasdaq notamment, à Londres, c'est LSI Stock Exchange, en Europe, c'est Euronext. Et ça, c'est pour des raisons réglementaires où le fonctionnement est assez différent. Donc il y a évidemment des plateformes, notamment aux États-Unis, à Singapour, à Hong Kong, qui fait de la tokenisation de sociétés, mais je pense qu'ils vont avoir beaucoup de mal à s'étendre, notamment vers l'Europe, parce que tout change quand vous sortez de votre frontière. Les règles changent totalement et donc l'adaptation est pas facile et pas native, et souvent ça redemande de changer tout le fonctionnement pour des raisons que la crypto connaît pas, qui est des raisons liées au droit des titres, qui nécessitent des adaptations majeures. Donc je pense que pour le moment, il y a une certaine protection l'Europe sur ces sujets, en tout cas très instruments financiers cotés des compétiteurs européens. Néanmoins, j'estime qu'à 5-10 ans, ces barrières vont tomber parce que c'est trop une marche forcée, il y a trop une logique de se dire ça n'a plus tellement de sens d'avoir des règles qui sont très différentes d'un pays à l'autre, d'un continent à l'autre, alors que la reverse solicitation permet à n'importe qui d'investir via n'importe quelle plateforme partout dans le monde. Donc ça va tomber, mais ça va prendre un peu de temps. Donc, aujourd'hui, il y a des concurrents. Aujourd'hui, on est un peu protégé. Mais demain, oui, à 10 ans, il y a un vrai enjeu de souveraineté, de se dire il faut qu'on crée des leaders en Europe. Ouais. Sinon, en Europe, on aura des grosses plateformes américaines, chinoises. C'est ça. Tu te doutes bien que ne serait-ce que si on parle des exchanges, alors sur une autre thématique, mais quand même, ils étaient habitués à une régulation crypto dans leur pays, et franchement, avec les milliards qu'ils ont en trésorerie, se mettre à jour avec la réglementation européenne, limite, ça devient même plus facile pour eux que pour les acteurs français, parce que justement, parce qu'on n'a pas les sous et qu'on peut pas se permettre de recruter l'ancienne directrice de l'AMF, quoi, si tu vois ce que je veux dire. C'est une question d'argent. Non, mais tu as raison, la réglementation, au final, c'est toujours une question d'argent. Un acteur qui a les reins très solides, il peut s'adapter à beaucoup de contraintes réglementaires, beaucoup d'audits, etc. Un acteur naissant, il aura beaucoup plus de mal à prendre le cabinet d'avocat, à faire les audits, bien sûr, l'agrément, à mettre en place les règles LCPFT, et donc il va se décourager, il va possiblement pas réussir à se créer, et c'est un acteur existant ailleurs qui va se dire moi je peux mettre en face la table 1 million d'euros, 2 millions d'euros, 3 millions d'euros pour appliquer les règles, et ce qui fait qu'on a des plateformes américaines ou asiatiques en France plutôt que des acteurs français. Alors,
Arnaud, je sais que tu lèves la main, mais tu connais la règle ici, mon frérot. Je savais, tu le savais. On a Cryptomancien qui vient de demander la parole. Alors déjà, salut Cryptomancien, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu as une question pour notre invité? Oui, j'ai une question, c'est, au niveau Même pas, des il me dit bonjour, même pas, il me dit s'il va bien. ouais, Ils sont ouais, impolis, les gens, hein. C'est salut, dingue, hein. salut Jam. Ouais, en fait, ouais, bon, tu sais que, voilà, moi je t'aime bien, tu vois, voilà, on se Vas-y, connaît bien, pose ta enfin, question, t'inquiète pas, en vas-y, fait, vas-y. voilà, mais c'était juste, en fait, pour te demander, au niveau de la réglementation, quelle est l'administration qui vous a vraiment le plus pris la tête? Est-ce que c'est l'AMF? Est-ce que, je sais pas, est-ce que c'est la Banque de France? Est-ce que c'est quoi vraiment comme type de, enfin, vous, c'est laquelle qui vous a fait chier, en fait? Bah, nous, pour être honnête, on s'est toujours bien entendu avec les régulateurs parce qu'on est une plateforme assez atypique, on fonctionne différemment et au final, nous, on veut faire de l'action cotée sous blockchain, ce qui intéresse les pouvoirs publics, ce qui intéresse les régulateurs. Donc, on va dire, personne nous a embêtés. Néanmoins, ce qu'on fait, c'est mécaniquement complexe. On est unique en France, on est unique en Europe, et donc chaque fois, on a besoin de analyser les règles qui n'ont jamais été vraiment appliquées à part par nous, faire un peu, voilà, trouver des solutions quand la réglementation est pas vraiment adaptée à ce qu'on fait. Et donc, ça a demandé beaucoup, beaucoup de temps, notamment avec les équipes de l'AMF et aujourd'hui avec les équipes de la CPR. Mais pour le coup, j'imagine en entendant les autres acteurs qu'on a un peu de chance, mais on n'a jamais été embêté. Juste, c'est très long parce que ce qu'on fait est mécaniquement très, très innovant et très nouveau d'un point de vue réglementaire. Je suis assez surpris parce que, enfin, nous, enfin, moi, je suis un ancien de, comme Jérôme le sait, des premières startups. Et au tout début, qu'est-ce qu'ils nous ont fait chier? Ils nous ont envoyé enfin, des paplards dans tous les sens. Même l'ANSI, tu vois, enfin, qui est une agence plutôt basée sur la sécurité. Hmm. Même eux, ils nous ont fait chier. Ouais, conformez-vous à ceci, cela. Oh là là, putain, c'était infernal. On Pour avait mettre eu un peu pour mettre un peu de Oui. contexte, si tu veux, et abonder, parce qu'effectivement, je connais un peu On a découvert, en fait, avec Cryptomancien que on avait une aventure commune. Euh, et effectivement, en fait, il faut savoir qu'il y a une temporalité. En fait, il y a ce que demandait le régulateur avant l'instauration de la loi, avant le vote de la loi Pacte déjà, puisque effectivement, c'était vraiment le Far West. Ensuite, il y a eu le vote de la loi Pacte, la période entre le vote de la loi Pacte, donc en 2019, et la mise en vigueur effectivement de la loi Pacte, et notamment donc du PSAN, et là on est fin 2020, donc pendant toute cette période en fait où on doit se mettre en conformité, ok. Et ensuite il y a après l'obligation d'être PSAN, donc à partir de 2021, où là effectivement eh ben, on a prouvé qu'on pouvait avoir le PSAN, maintenant il faut démontrer qu'on peut le garder. Et après, il y a tout le reste de la réglementation avec PSAN renforcé, tout ça, tout ça. Et ça, on a eu notamment Arnaud Toiti, avec lequel on a fait un historique un peu de la réglementation crypto. Et oui, c'est vrai que pour les startups, pour les entreprises, si tu n'as pas des centaines de milliers, voire des millions d'euros disponibles pour ta compliance, la mise en conformité ou la remise en conformité, elle est effectivement très, très, très coûteuse. Bah, c'est un peu le point, et moi je suis d'accord avec les points qui ont été soulevés. Nous, on a connu ces différentes phases, parce qu'on existe depuis 2017, donc il n'y avait pas encore la loi Pacte, puis on a échangé avec les députés français sur ces articles de loi dans la loi Pacte qui ont créé le chapitre donc, communautaire financier Régis Lepsan, puis on a suivi et on a demandé un enregistrement PSAN, et donc on a eu cette phase de transition. Et on a évidemment suivi tout ce qui est enregistrement renforcé, agrément PSAN et le futur agrément MiCA et l'RTS. La différence, c'est que c'est vrai que nous, on savait depuis le début qu'on allait être une entité européenne très fortement régulée. Et donc, et c'est là où on est un peu peut-être différent parce qu'on s'est dit, les dépenses prioritaires pour Krypton, c'est sa mise en conformité, c'est d'être un acteur qui fait tout, on va dire, encore mieux que ce qu'on demande pour être légitime pour un jour devenir bourse, puisque notre historique est hyper important. Donc, c'est vrai que depuis day one, Mais comment vous avez fait alors et après Arnaud, je te laisse la parole, mais parce que c'est hyper intéressant en termes de business. Moi, l'expérience dont je parle et Cryptomancien aussi, on était une boîte commerciale. Notre boulot, c'était quand même voilà vendre des cryptos. Je te la fais courte. Là, vous effectivement, limite, est-ce que vous avez c'est quoi votre business model là depuis 2016 comment vous avez fait? Vous avez juste levé des fonds et donc aujourd'hui, vous brûlez des fonds pour bâtir votre bourse, ou est-ce que quand même vous avez généré un peu de CA?
Alors, au début, enfin, nous, on fait beaucoup de R&D, à la fois tech, parce qu'il y a un côté très tech chez Krypton, mais également R&D légal, hein. On a une directrice juridique qui a un PhD en, en droit sur la blockchain. Donc, je crois que c'est un des seuls PhD en droit français sur la blockchain. Donc, on a une vraie dimension R&D et on considère que pour nous, le côté légal, le côté compliance sur nos activités, c'est de la R&D. Et donc, on investit massivement dans ça pour mettre en face des exigences. Beaucoup de gens chez nous, on est accompagné par plusieurs cabinets d'avocats depuis 2017, hein. Nos cumulés, on est beaucoup plus d'1 million d'euros en coût de cabinet d'avocats et de compliance. Donc, c'est très cher, hein. C'est aussi pour ça, moi, je suis complètement d'accord de dire que c'est dommage Donc ça, vous avez financé ça comment concrètement? Avec une levée de fonds initiale Ouais, ou vous avez généré un peu on a fait de... plusieurs. Non, alors, on a fait plusieurs levées. On fait du chiffre d'affaires aujourd'hui. On finance des PME. On a des services qui permettent de faire du chiffre d'affaires. D'accord. Mais on a encore une boîte qui a un modèle, on va dire, de financement par augmentation de capital. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. Merci Cryptomancien. Vas-y Arnaud. Ouais, Marc, je voulais du coup qu'on sorte un peu de la discussion technico-tactique légale, même si elle est très intéressante. Euh, Plus pour que tu nous parles de ta vision produit pour ta bourse. Tout à l'heure, on parlait justement de l'appétence des Français, jeunes et moins jeunes, à investir dans des types de produits, actions. Demain, comment est-ce que toi, justement, c'est quoi ta vision pour ton produit pour faire en sorte que les gens aient envie d'investir dans ces IPO que tu vas proposer on-chain? En fait, pour moi, l'IPO, notre mécanisme, etc., ça c'est du technique. Au final, euh, nous, notre point, c'est de permettre à des investisseurs de tout âge de pouvoir financer l'économie réelle, financer les PME. Et donc, il y a assez peu de gens qui vous disent, moi, je veux absolument, enfin, j'aimerais pas du tout que mon argent serve à financer une PME que j'aime bien, parce que finalement, dans les PME, il y a de tout. Et donc, on fait quelque chose qui touche à peu près toute la population, avec des montants différents, hein. Et tout le monde peut être prêt à mettre 50 euros dans le financement d'une PME française. En tout cas, d'une PME sur un sujet qu'on aime bien. Donc, la question, ça va être surtout comment on fait quelque chose de vraiment facile aux PME pour permettre à plein de PME d'être cotées chez nous et donc permettre d'avoir du choix et de faire en sorte que toi, Arnaud, je sais pas, tu préfères l'industrie, une typologie d'industrie et quelqu'un d'autre préfère une autre et chacun s'y retrouve. Après, il y aura une question d'accès. Il y en a qui vont pouvoir investir directement, se connecter à nous, mais nous, on est une fintech qui peuvent pas toucher toute la population française parce que évidemment, ça demande des coûts marketing immenses. Et donc, on va permettre d'être distribué directement via les comptes titres, donc via les banques. Donc, il y en a d'autres, ils vont se connecter à leur banque comme ils font aujourd'hui. Et à côté des actions cotées sur Euronext, donc Total, LVMH, etc., ils trouveront les sociétés cotées chez nous. Et ça va donner un vrai accès. Et également le montant. Donc, l'idée, c'est quand on investit en action, on peut investir avec un minimum très faible. Et donc, chacun peut y aller de la manière dont il le souhaite. Et s'il y a 5 millions de Français qui mettent 100 euros, c'est très peu, on va dire, pour le risque pris. Et on est OK j'imagine, on est tous OK pour dire que quelqu'un peut prendre 100 euros de risque sur du financement assez facilement. Ça reste 500 millions qui redirigent vers les PME et 500 millions aujourd'hui vers les PME françaises, c'est immense. Donc voilà, on est sur des ordres de grandeur qui permet, si on a la distribution souhaitée, de réellement impacter le marché. Après, ça va être plutôt une question d'accessibilité. Parce qu'au final, j'imagine que tout le monde pourrait être amené un jour à se dire cette PME j'aime bien, j'aimerais bien mettre un petit ticket, mais juste je sais pas comment faire. Mais donc ça, votre stratégie go-to-market, c'est quoi? C'est du B2B2C? C'est-à-dire vous allez bosser avec les banques, avec les gestionnaires de patrimoine. Ça va être quoi vos Ouais, prescripteurs? exactement. Ok. C'est de bosser avec tous les Les intermédiaires. courtiers, ce genre de choses? Ouais. Les, Et donc, c'est- du coup, Marc, t'as pas d'interface, t'imagines pas une interface unifiée, une app mobile dans laquelle, Si, enfin, ok, d'accord, parce on que aura, mais en termes de distribution, c'est pratiquement impossible d'atteindre tous les investisseurs français en direct, hein. Donc nous, on pense que les intermédiaires ont un rôle important parce qu'ils sont connectés à l'ensemble de la population
Donc, on ne veut pas réinventer la roue. Et notre interface va permettre de toucher une population un peu plus early adopter. Mais Bah, la masse... tu le disais quand même tout à l'heure. Aujourd'hui, la génération, la nôtre, 20-30 ans, c'est une génération qui a beaucoup plus l'habitude de tout faire via un téléphone, que ce soit ses courses, son loisir, la totalité. Aujourd'hui, de plus en plus, on se met même à, alors c'est que le début, mais à vouloir détenir nos fonds directement. Euh, Moi, justement, je me dis, la preuve, c'est que des interfaces centralisées, des bourses centralisées, unifiées, comme tu disais, à la Binance, elles ont l'air d'avoir, via les facilités d'utilisation, réussi à toucher une audience qui est celle que tu veux toucher. Pourquoi pas prendre le meilleur des deux mondes? Et peut-être c'est ça que je... En fait, nous, on va faire ça. Non, mais t'as raison, mais tu pourras créer un compte chez nous et accéder en direct sans accéder par des intermédiaires. Mais on pense que c'est assez niche parce que pour toucher 3 millions de personnes en direct, il faut mettre des budgets marketing de 300 millions d'euros en face. Et ça, on n'aura pas les financements, on n'aura pas autant de financement pour faire Moi, je, faire ça. Moi, je viens du secteur du courtage d'assurance. J'ai fait de la gestion de patrimoine pendant 4-5 ans. Et en fait, pour le coup, on se rend compte quand même que nous, on est vraiment dans un microcosme de 18, 25, 30 ans, avec des velléités d'investisseurs, avec des plateformes de trading, et des actions, des bourses. Mais ça, c'est des jeunes. Et finalement, c'est pas eux qui ont le plus d'argent en plus. Et moi, je le vois effectivement aujourd'hui. Comment est-ce que les gens aujourd'hui souscrivent des assurances vie? Parce que pour moi, c'est le placement préféré des Français. Et bon, en plus, c'est un secteur que je connais assez bien. Soit ils le souscrivent auprès de leur banque, soit ils le souscrivent auprès de leur compagnie d'assurance, soit ils le souscrivent auprès de courtiers, en général qui les démarchent, ou c'est du multiproduit. Quand tu vas faire ta mutuelle chez Groupama, en même temps, ils te filent une assurance vie, etc. C'est ça aujourd'hui, les canaux de distribution des produits financiers, grosso modo. Donc c'est vrai que de votre point de vue, si vous voulez scale et si vous voulez toucher un marché énorme, le mieux, c'est de passer par ces intermédiaires-là, même si c'est pas très crypto, pas très blockchain, pas très décentralisation, pas très tout ça. Enfin, je veux dire, je vois pas de meilleure stratégie. Après, derrière, et ma question, elle va abonder un peu dans celle peut-être de Arnaud, sur votre plateforme à vous, en passant directement par vous, et donc en réduisant le coût des intermédiaires, eh bien, il y aura sans doute des avantages, le côté early, et est-ce que peut-être vous pensez à un programme, je sais pas moi, d'incentive, soit via un actif numérique, NFT, token, pour favoriser justement les gens qui passent par vous directement, pour soit voilà, les récompenser, les fidéliser, etc. Ah oui, exactement, il y aura plein de choses en place et évidemment, passer par nous présentera des intérêts et également, pour complémenter ce que tu viens de dire, quand un Arnaud se connecte directement à nous, on est content. C'est quelqu'un qui va comprendre notre plateforme, c'est quelqu'un qui va pouvoir investir par lui-même. Pour être aujourd'hui en partenariat avec des CGP qui ont des clients de 60, 70 ans, on est très content qu'il y ait un CGP parce que ce qu'on fait, ça peut être un peu technique et il y a besoin énormément de support et c'est pas nous qui le faisons, c'est le CGP qui lui explique le fonctionnement des actifs chez nous, de la plateforme, qui l'aide à passer des ordres, qui l'aide à créditer son compte. Et nous, on est hyper heureux qu'il soit là parce que sinon, ça demanderait un support monstre à notre niveau. Donc finalement, il y a une tranche de population où on pense que les intermédiaires sont adaptés et peuvent les adresser facilement. Et c'est un peu cette logique. Voilà, on est content d'avoir les early adopters en direct parce que eux, ils comprennent ce qu'on fait et ils ont assez peu besoin de nous et ils aiment bien tout faire tout seuls. Et la population qui a besoin d'être accompagnée, ils sont accompagnés par des intermédiaires qui permettent de les sécuriser et de faire en sorte que ça se passe bien pour elles. Donc nous, Tu sais on aime bien ce mix. tu sais que c'est drôle, parce que pour le coup, moi, je te dis, j'ai bossé dans le courtage d'assurance. J'ai vendu de l'assurance vie, je fais de l'optimisation fiscale, financière, tout ça. J'ai bossé avec beaucoup de promoteurs, beaucoup de défiscalisation immobilière, etc. C'était ma vie d'avant. Et en fait, quand je suis arrivé dans le Web 3, donc j'ai fondé quelques boîtes. Bref. Et en fait, un jour, je me suis dit, un jour, j'arrivais à relier les deux, en fait. Un jour, il y aura des CGP qui vendront des produits, alors soit des produits structurés, soit des OPCVM, soit
des produits comme toi, par exemple, tu vas faire, etc. Et je me dis, ce jour-là, moi, je suis encore en contact avec beaucoup de courtiers d'assurance, ce genre de choses. Et je vois que pour l'instant, notamment sur LinkedIn, etc., je les suis de près, les courtiers notamment, et j'attends de voir le premier qui dira on offre une solution, soit un espèce d'ETF pour les clients, soit un produit structuré avec de la crypto à l'intérieur, ou alors de la tokenisation d'actifs, ce genre de choses. Et pour l'instant, c'est vrai que je ne le vois pas beaucoup, mais je sais que ça va venir, tu vois. Et là, ce que tu me dis me rend tellement optimiste, et j'ai tellement envie de te mettre en relation avec des très gros courtiers que je connais, parce que je me dis, putain, c'est peut-être ça aussi la voie de l'adoption du vrai grand public, tu vois. Donc, je sais pas ce que Ouais. tu en penses, et après, je laisse Arnaud reprendre. Non, mais moi, je suis d'accord. En fait, les courtiers, comme son nom l'indique, c'est des intermédiaires et leur but, c'est de faire en sorte que leurs clients soient contents, mais de leur proposer plus de produits possibles, hein. Ils ont tout intérêt à avoir un éventail de produits. Donc, aucun courtier, enfin, pour en parler avec plein de CGP, sont contre le Web3, la crypto, etc. Mais parfois, pour des raisons d'incompréhension, pour des raisons réglementaires, ils y vont doucement, voire ils y vont pas. Donc, il y a plusieurs manières de les amener. Déjà, quand on parle de tokenisation et nous, on parle de ce qu'on va faire pour eux, c'est de l'action classique, donc ils peuvent le faire sans rien changer. Et donc, ils ont aucune question à se poser. Ils peuvent distribuer des actions cotées à leurs clients. Après, pour les actifs numériques, depuis la loi Pacte, ils ont le droit d'amener leurs clients vers les actifs numériques, mais parfois ils le savent pas. Parfois, ils savent pas trop comment interagir avec la custody, parce que est-ce qu'il faut mettre la custody de leurs clients sur un custodian, on va dire, régulé? Est-ce qu'il faut faire du cold custody, mais leurs clients de 65 ans, est-ce qu'ils peuvent gérer un cold wallet? Je pense pas. Est-ce que eux peuvent gérer pour leurs clients un cold wallet? Non, pas vraiment. Donc, ils se posent plein de questions très pratiques qui sont pas simples à appréhender quand on est un intermédiaire. Et donc, c'est un peu ce qui limite l'adoption. Mais pour en parler avec beaucoup de courtiers de CGP, ils ont cette volonté d'y aller. Ils essayent juste de pas être les premiers, en tout cas pour la plupart, et bien comprendre tous les enjeux et tous les risques associés. Pour eux, hein. Je parle évidemment des risques pour leurs clients, mais aussi des risques pour eux de qu'est-ce que ça veut dire si j'ai mal informé, qu'est-ce que ça veut dire si je l'ai aidé à faire un investissement, mais il a perdu sa clé privée parce qu'il comprenait pas fondamentalement ça voulait dire quoi une clé privée. Voilà. Vas-y, Arnaud. Ouais, Marc, est-ce que demain tu imagines aussi un lien pour le monde des blockchains natifs qui seraient connectés à ta plateforme? On voit de plus en plus sur les blockchains matures d'un point de vue DeFi, des yield optimizers. Demain, ta boîte, je la vois carrément avoir un sens pour les yield optimizers. Est-ce que c'est quelque chose que vous imaginez ou pas? Tu peux juste traduire pour être sûr, Arnaud, que tout le monde comprenne bien, Yield Optimizer. En gros, aujourd'hui, peut-être que vous avez de l'argent dans un wallet, mais vous ne savez pas où l'investir. Vous n'avez pas envie de mettre le nez dans la DeFi. Et ben, vous pouvez passer par un protocole, un produit qui va faire ça pour vous et qui va gérer en fait vos fonds, les fonds que vous allouez et qui va piloter les stratégies d'investissement pour vous. Ça s'appelle c'est comme un gestionnaire de patrimoine mais on-chain. Et effectivement, alors pour le coup, dans l'écosystème Multiverix, on n'en a pas encore. Il y en a un qui arrive qui s'appelle Autoscale. Et après, sur d'autres blockchains où la DeFi est un peu plus mature, il y en a déjà. Ouais. En fait, c'est une bonne idée. Il y a des blocages qui font que aujourd'hui c'est compliqué. Le premier, il est fiscal. Les instruments financiers cotés, en tout cas qui arrivent chez nous, c'est pas des actifs numériques, et donc il y a une matérialisation de plus-value quand on passe de l'un à l'autre. Pour un yield optimizer, c'est pas idéal parce que généralement ils aiment se positionner sur une catégorie d'actifs similaires pour pas matérialiser les plus-values. Donc déjà, c'est le premier point. Deuxième point, techniquement, ça peut être possible, mais une PME cotée chez nous aura pas une liquidité qu'on peut avoir sur des grosses cryptos, et donc un yield optimizer aura du mal à rentrer, sortir sans toucher le carnet d'ordre, sans augmenter le spread, et donc sans faire du slippage.
et donc, je suis pas sûr que, en tout cas au début, tant qu'il y aura pas une liquidité suffisante, ils se positionneront dessus. Mais on va dire, si on arrive à trouver des solutions fiscales et que la liquidité est suffisante, oui, on serait ravi de se connecter à ça parce que ça amène de la liquidité, ça amène de la volumétrie, ça permet de distribuer notre offre au plus grand nombre. Donc oui, hein, mais il faut juste régler ces deux problèmes en amont. Est-ce que justement, un produit pour le rendre peut-être plus liquide, est-ce que c'est possible et imaginable d'indexer demain une certaine catégorie des boîtes qui seront dans ta bourse pour euh, bundleiser un peu tout Ouais. ça et... Bah, un bundle d'actifs cotés, c'est un ETF, hein. Et donc, c'est complètement possible de faire un ETF indiciel qui a dans son portefeuille des PME cotées chez nous. Ça, y a pas de problème. Mais ça nécessite qu'on amène déjà un nombre de PME cotées importantes pour que des ETF puissent se créer et trouver bah, assez d'actifs pour se positionner. Parce qu'un ETF va jamais détenir plus de 5-10% du flottant. Et donc, pour qu'un ETF de 100 millions se crée, il faut qu'il y ait au moins dans notre bourse plus d'1 milliard d'actifs. Donc, voilà, faut qu'on grossisse. On va déjà merci Arnaud et Marc. Arnaud pour les questions et Marc pour les réponses évidemment. J'ai une dernière question personnellement. Pour toi, Marc, c'est concernant un produit qui s'appelle Cassis ou Cassis, je sais pas comment tu l'appelles, qui est un service de tokenisation interne en fait. J'aime bien j'ai lu ça dans une interview que tu as donnée, j'aimerais que tu nous en parles. Moi, j'ai compris comme une espèce de solution un peu de stock option interne dans une entreprise, mais j'aimerais que tu nous en parles parce que je trouve que l'idée, elle est ingénieuse. Est-ce que c'est toujours d'actualité? C'en est où? Ouais. Est-ce que tu peux nous présenter le truc? Parce que je trouvais ça super cool. Bah, c'est une offre qu'on a en SaaS avec un abonnement d'une centaine d'euros par mois qui cible toutes les sociétés françaises hein, qui le souhaitent et ça permet de créer sur notre plateforme une page privée et un pool de tokens qui vont pouvoir distribuer à leurs employés, freelance, clients, partenaires. Pour eux, pour la société, c'est dilutif, hein, mais ça leur permet d'avoir facilement une interface ou par API où ils peuvent distribuer ils peuvent mettre des règles de distribution, un token par jour à tel employé, 2 tokens par jour sur résultat connecté à possiblement HubSpot pour automatiser tout ça à lui. Quand quelqu'un parraine, c'est leur solution, ça lui offre un token. Les tokens sont cotés sur notre plateforme, sur une page privée, donc les gens peuvent revendre directement. Et ça permet d'avoir une solution qu'on pense plus adaptée que les BSPCE, que un peu tout ce qui existe est très simple à mettre en œuvre et on peut permettre de la grosse distribution des montants importants, mais aussi des tout petits montants qu'on peut pas faire différemment. Donc c'est vraiment une solution, on va dire en mode SaaS pour toutes les sociétés pour gérer leur incentive à toute leur communauté. Et ça, on a mis ça en place historiquement pour essayer de remplacer les BSPCE dans les entreprises, mais on a aussi fait ça sur des projets qui ont rien à voir parce qu'on peut tout faire avec, notamment avec un République, c'est un réseau social qui se crée pour faire en sorte qu'à chaque fois quelqu'un interagit sur le réseau, like, commente, etc., partage, reçoit un token et ça permet de mécaniquement remercier la communauté en temps direct et par API de le faire automatiquement et les personnes après se connectent à nous, puis peuvent en racheter, en revendre et interagissent. Jérém, je sais pas si tu parles, mais tu as le Ouais, je micro parlais comme un fermé. connard, comme d'habitude. Mais ouais, bah, je vais répéter et à chaque fois, ça m'amuse de me répéter. Mais je disais donc, non, je trouve que c'est génial. Je vois énormément de use cases là-dedans et ça crée une véritable économie en fait au sein de l'entreprise. Et donc, je trouvais ça trop cool et je voulais que tu nous en parles avant de terminer. On va finir, si tu veux, je vais te laisser le dernier mot, évidemment, Marc, sur voilà, tes ambitions un peu pour Cryptown. Tu nous en as déjà un peu parlé, mais je vais te laisser le mot de la fin là-dessus. Et puis, surtout, j'aimerais t'offrir un petit cadeau, Marc. C'est voilà, une petite habitude que j'ai prise et que je vais essayer de faire le plus possible. Eh bien, pour te remercier d'être venu ce matin. Je t'ai fait un petit NFT. Commémoratif de comment je te vois. Donc tu peux aller sur Twitter, je t'ai tagué, normalement tu vas pouvoir voir le post, comment je te vois dans l'écosystème, voilà, avec l'Europe, le Bitcoin,
et le côté un peu précurseur de la bourse crypto européenne. Et donc, pour t'offrir ce NFT, eh bien, je t'enverrai un petit lien qui va te permettre de télécharger, si tu l'as pas déjà, le wallet X-Portal, donc le wallet de Multiversix. Tu en as déjà un peut-être ou pas encore? Encore. Ouais, Ce je sera t'enverrai l'occasion. le lien. Et puis, comme ça, je t'enverrai ce NFT. Pour que voilà, ça te permettra aussi de découvrir un peu cet écosystème dans lequel nous, on baigne tous les jours. Et voilà. Et je te laisse évidemment le mot de la fin. Bah déjà, merci pour le NFT. J'imagine que tu l'as généré avec une IA. Non, je l'ai dessiné à la tablette Tu l'as graphique. dessiné. Sérieux? Mais Je non, suis, pas je du suis tout. témoin, Jérém est un crack. Ouais, Et il c'est fait ça à incroyable. main levée pendant qu'il lui parle. C'est ça qui est très très fort. Ça serait super. Non, mais en vrai, merci beaucoup. Il est top. Avec plaisir pour créer un wallet Multiversix. C'est comme T'enverrai On ça. dirait un dieu grec. Il est bien ou pas, franchement? Ah, le dieu grec de la finance, c'est magnifique. Je te laisse le mot de la fin, Marc, et merci encore d'être venu ce matin. C'était passionnant. Je le savais que ça allait l'être, parce que je te suis un peu sur LinkedIn et ailleurs. Et ouais, franchement, et bonne chance pour tout ce que tu fais. Mais voilà, je te laisse vraiment le mot de la fin, là, pour le coup. Ben non, merci pour l'invitation. Ravi des échanges. Merci Arnaud pour toutes tes questions qui ont alimenté le débat. Et le mot de la fin, c'est évidemment, c'est pas simple d'innover en France, en Europe, mais il y a quand même des solutions. Et au final, je pense qu'il y a quand même de la place pour des acteurs innovants qui veulent faire des choses bien. Mais il faut être résilient. Je pense que le mot quand on entreprend en France, c'est vraiment la résilience. C'est peut-être moins qu'ailleurs, mais en tout cas, je suis optimiste et je pense qu'avec cette résilience, on peut tous, et j'espère qu'il y a des auditeurs qui veulent entreprendre dans le Web3 en France, on peut y arriver. Il faut juste s'attendre on va dire, plus d'administratifs, plus de dépenses d'avocats et trouver des solutions. Mais au final, les acteurs qui font les choses bien, j'estime qu'ils s'y retrouveront à un moment. Donc, gardez espoir et allons-y. Merci beaucoup pour l'invitation et à une prochaine, j'espère. Bah écoute, avec grand plaisir, Marc. Est-ce que tu es à la PBW? Alors, je manque un peu de temps en ce moment, mais je vais à des side events. J'en ai un ce soir, un demain matin, et je donne une conférence Cryptosphère vendredi. Alors, on se verra à Cryptosphère, parce que je vais passer l'après-midi aussi, parce on est en live, on est en direct le matin, mais après, je passerai avec des copains, donc on se croisera, ça me fera plaisir de te voir en vrai. Alors, je t'ai envoyé un petit message en privé sur Twitter. Ok. Parfait. Avec Bien. comment télécharger X-Portal et également qu'on échange les contacts pour se croiser cette semaine si tu es dans le coin. Merci encore, Marc, pour être venu ce matin. On te souhaite bon courage et puis surtout voilà, le succès pour Cryptown et puis voilà, parce que je pense que ça va dans le sens du bien commun, de l'adoption de la crypto. Et puis ça permet d'aider nos PME à s'industrialiser. Franchement, on est de tout cœur avec toi. Merci beaucoup. À bientôt. Salut Marc. Au revoir. Bye bye. Bien. Alors, comme prévu, on va pas faire durer ce space beaucoup plus longtemps. Donc, merci à toutes et à toutes de nous avoir suivis ce matin en direct, comme 3 fois par semaine. Vous pouvez évidemment retrouver le replay sur les plateformes de podcast habituelles. Vas-y, mon Kevin. Ouais, je voulais juste qu'on rate pas l'occasion de dire qu'il y a une petite chasse au trésor sur Paris ce matin et pendant 3 jours. Mais Ce oui, serait dommage. mais tu as raison. Bah, faut Mais pas rater ça. tu es en train de tout prendre, toi, de toute façon, là. Il n'y aura plus rien, là. Non, je suis pas encore, mais je suis en train de planifier mon itinéraire et il y en a pour. Alors ça dépend si tu fais tout à pied ou si tu prends le métro. Il y en a pour 2 heures, entre 1 heure et 2 heures de balade. Donc alors qu'on précise, hein, c'est donc une chasse au trésor qui est organisée via X-Portal avec plein de cadeaux à gagner liés à Multiversix, donc des EGLD si j'ai bien compris, des places pour la PBW l'année prochaine et quoi d'autre? Bah de Gold. Ouais, c'est ce que j'ai dit, EGLD, les pardon. places pour la C'est déjà pas PBW mal, l'année je trouve, prochaine. Non, mais il n'y a pas d'autre chose aussi? Vas-y, Joachim. Ah, j'ai peut-être, je sais pas. J'ai pas l'info sous le nez. Bah, si tu veux faire participer les gens à une NFT chasse au généré trésor, faut dire ce qu'il y a à par gagner. Jérém Hein. Armanlevé. C'est vrai. Mais La première place, c'est 50 gold et une place pour la PBW 2025. La deuxième place, c'est 25 gold. Après, c'est 10. Après, il y a 20 prix, je crois, où c'est 1 gold, une place, je crois. Ok. Vas-y, Joachim, qui avait, voilà, dans cet Joachim ordre-là. qui avait levé la main, qui lui avait été sage. Vas-y, Joachim.
Oui, enfin, c'est pas souvent que je suis, mais bon, c'est pas grave. Mais en plus de ça, en plus de Multiverse au Trésor, il y a quelque chose qui apparaît sur Multiversix à partir d'aujourd'hui. Et si vous croisez Middle Stacking, Globies, Gaupa Labs ou GMMBX au cours de la journée ou dans les jours qui suivent, vous pouvez recevoir un petit quelque chose. Mais j'en dis pas plus. Waouh, ça tease de malade. Ok, bah très cool, très très cool. Donc attends, juste, donc ouais, donc merci Kevin pour ça. Donc ouais, si vous êtes à Paris, hein, bah, sur X Portal, vous avez, je crois, les informations qui vous permettent de participer à cette carte au trésor. Donc je répète ce que je disais. Donc vous pouvez retrouver le replay de l'émission de ce matin, donc sur les plateformes de podcast habituelles, également sur notre chaîne YouTube, mais aussi sur la plateforme Web3 Cyborg. Merci encore évidemment à notre partenaire Alira. Et n'hésitez pas à venir me voir en DM, hein, si vous souhaitez plus d'informations sur les formations blockchain. Aujourd'hui, c'est un jour qui est un peu particulier pour moi aussi parce que je vais fêter mon anniversaire avec tous mes copains ce soir. Donc voilà, on partagera quelques photos pour vous faire vivre le truc. Et voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée. Prenez soin de vous et on se voit demain. Attends, je vous donne rapidement le programme de demain parce que ça va être très lourd, ça va être très 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 sympa. Qu'est-ce qui se passe demain? Demain, on va recevoir en premier lieu les fondateurs de ETH Bucarest. Donc c'est en anglais demain, hein. Donc ils vont venir nous parler justement de ça. Donc ça va être très cool. Ensuite, on recevra Rock de Bougaz qui viendra nous parler un petit peu de comment développer une communauté de façon organique. On parlera évidemment de Bougaz, etc. Enfin, alors, moi, j'aime bien ce projet. Je sais qu'Arnaud aussi aime bien. C'est vraiment cool ce qu'il fait. Et en plus, il revient de New York. Il y avait un événement crypto, donc il nous racontera aussi un peu tout ça. Et Il y enfin, avait NFT NYC. ouais, c'est ça, c'est ça. Il revient de la conférence à New York, donc pareil, on lui posera des questions pour savoir comment c'était et tout. Enfin, ça va être très cool. Et enfin, en fin de Space, on recevra Robert à 11h30 pour parler de l'économie des sovereign shards. Donc nous, on en a déjà parlé, je crois, une ou deux fois en Space, mais sans le principal intéressé, puisque je rappelle que les sovereign shards economics, c'est des articles que Robert a écrits, mais jusqu'à présent, il pouvait pas venir en discuter avec nous, il n'était pas dispo. Mais là, ça y est. Donc demain, préparez vos questions si vous en avez sur l'économie des sovereign shards. Si vous avez des suggestions, si vous avez quoi que ce soit, on reçoit Robert et il viendra justement discuter avec nous, comme d'habitude, sans filtre, sans compromis, voilà, pour essayer de comprendre un peu mieux la vision de Multiversix sur les sovereign shards, une vision qui visiblement sur ce point-là est très humble, puisqu'effectivement, ils n'hésitent pas à, voilà, à poser les problématiques et à demander à la communauté de s'investir pour trouver le meilleur modèle économique pour les sovereign shards. Et c'est ça que moi, j'adore justement dans Multiversix, c'est quand ils font des trucs comme ça. Voilà, sur ça, je suis fan et je suis très très aligné avec cette vision communautaire. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et je vous dis donc à demain matin.